D'accord, c'est bon. Ouais. Et oui, c'est bon. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui avec Broussaille. Broussaille, bonjour. Bonsoir. C'est toi qui viens nous présenter ce magnifique jeu. Nous sommes en compagnie de Valentin T. Salut. Et de Flavie Briand. Bonjour. Bonjour Flavie Briand. Bonjour Romaric Briand. Aujourd'hui, donc on savait pas trop si on allait enregistrer ce podcast ou pas, parce que c'est une des premières parties que tu fais, Broussaille, de ce genre. Donc tu savais pas trop. J'avais un peu peur que T'avais peur de l'écran bleu, quoi. Alors clairement. voilà, oui, et Ça clairement, ressemble je à l'avais dit au rien. départ, j'avais vraiment peur que le jeu crache parce que c'est une des possibilités Voilà. du jeu. On peut d'ores et déjà dire que la partie a été fonctionnelle, et Ouais. donc on peut faire un podcast, Exactement. on peut enregistrer nos retours. Et t'as bien te fait faire de le faire avec Romaric, de faire cette partie avec Romaric, parce qu'on va en parler, mais je pense que c'est le genre de jeu qui peut le faire bugger. Donc, si ça a C'est marché ce que je avec pensais lui, aussi, parce que quand Romaric a dit « Ah, je vais jouer », je me suis dit « Ah merde, là c'est du 50-50, c'est du tout ou rien, et t'as je réussi, risque ma vie et t'as sur... tenu la partie. Alors, j'ai C'est des en théories. jeu, Valentin. J'ai des théories du coup sur pourquoi ça a tenu alors qu'il était là, mais la partie a tenu alors qu'il était là. Donc c'est que t'as un truc On va fonctionnel. peut-être expliquer aux auditeurs ce que c'est comme jeu. Exactement. Donc, Broussaille, nous t'écoutons. voilà. Ce jeu-là, c'est Les Dernières Lueurs. C'est un jeu que j'ai voulu exprès pour en revenir sur le côté artiste et tout ça. Je joue vraiment avec le côté. Donc, je suis de formation littéraire. Je me suis dit, tiens, j'ai lu jeune Les Crépusculaires à Gaunes et je me dis, quelle serait ma relecture à moi de D'ailleurs, ces pour ceux œuvres. que ça intéresse, la suite de l'histoire avec Maspalio est sortie là. Mhm. Avec Abîme, tout ça. Les Exsangues. Et du coup, en fait, au départ, j'avais l'ambition d'écrire un jeu dans l'univers Du Agone. d'Agone. Et en fait, je me suis aperçu que c'était un peu tordre aussi un certain nombre de choses dans cet univers-là. Donc, j'ai proposé en fait de réinterpréter. En fait, donc, il va y avoir sans doute des choses dans ce que je vais dire qui vont, pour ceux qui ont lu Les Crépusculaires, leur faire penser à des choses. Et j'assume complètement en fait cette inspiration dans le jeu. Alors c'est un jeu qui est pas terminé, donc dont l'écriture est pas terminée, donc des choses peuvent être amenées à changer en fait. C'est un playtest. Voilà, où vous écouterez ça. Donc le jeu s'appelle Les Dernières Lueurs. Alors pourquoi Les Dernières Lueurs ? Parce que C'est la fin des dernières flammes en fait. Voilà, c'est la fin des dernières flammes. Vous jouez vraiment... Enfin, vous n'êtes pas sûr, mais vous pensez être les derniers inspirés avant. Alors, avant, ce qui n'est pas la nuit, mais ce qui est la nuit éternelle. C'est-à-dire, vous n'avez pas trop de vision de ce que c'est que la nuit éternelle, mais c'est le vide, le néant, le chaos. Et par le passé, vous incarnez des personnes âgées. C'est un jeu sur la vieillesse, sur le renoncement, mais aussi sur l'héroïsme. Puisque quand vous étiez jeune, quand les personnages étaient jeunes, ils se sont battus aux côtés des armées du jour face aux armées de la nuit. Les armées du jour, ce sont des personnes à la peau noire, à la peau d'ébène, qui glorifient le soleil, qui vivent le jour et qui sont globalement des sédentaires, qui vivent dans des villes que nous connaissons. Les armées de la nuit, ce sont des humains aussi, mais des humains à la peau blanche, parce qu'ils ne vivent que la nuit, et qui ont une vie plutôt de nomades. Alors, depuis que les armées du jour ont gagné, les blafards, comme on les appelle, les blancs, sont plutôt mal vus. Et du coup, vous jouez dans une forteresse, une des dernières forteresses, en fait, qui existe encore. C'est la forteresse du baron Ancelade. Alors, le baron Ancelade était, par le passé... un guerrier valeureux qui a pu triompher des armées de la nuit. C'était un ours, quelque chose. Et il est maintenant, avec l'âge, en fait, et la maladie, il a une maladie incurable, on ne sait pas trop ce qu'il a. Personne n'a jamais réussi à le soigner. Il est un peu cloué dans son fauteuil, il ne fait plus trop de choses. Vous avez d'autres personnages que j'évoquerai peut-être pas juste dans la présentation du jeu, mais qu'on présentera peut-être après. Vous allez jouer chacun, en fait, il y a obligatoirement, donc en plus du meneur de jeu, alors le meneur de jeu existe réellement dans la fiction qui est racontée, parce que le meneur du jeu, c'est le passeur ou la passeuse. Il est là, il est présent, un peu, ça ressemble un peu à l'Éminence Grise dans Agone, si vous trouverez facilement un parallèle. Ouais. Et c'est un jeu en dehors du passeur ou de la passeuse pour 3 personnages qui sont
le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. Donc ça c'est les les mots-clés des personnages. Voilà. Mais les personnages ne se résument pas à ces 3 Alors, couleurs. petite particularité qui fait de ce jeu-là un jeu un peu plus tôt, je pense, en performance, c'est qu'on joue dans une pièce noire. Nous, on a joué dehors, dans le jardin, il faisait nuit. On a joué à la lueur de bougies. Et je pose des contraintes fortes en disant que, clairement, je veux qu'on fasse des efforts sur les personnages. Alors, il faut aller plus loin. Je pense Oui, dans la pardon. description du système, du dispositif, là, vraiment, le mot de Sébastien Célin est parfait. Là, il y a vraiment un dispositif très particulier dans ce jeu, parce que déjà, il n'est pas du tout conforme à la vision qu'on se fait d'une partie de jeu de rôle sur table. Le meneur de jeu, la meneuse de jeu, le passeur-passeuse, là, et derrière, quand il décrit en fait l'action, déjà on joue chacun notre tour, on joue pas ensemble, on joue les uns à côté des autres, c'est-à-dire que ça va être d'abord à Valentin de décrire, de cadrer une scène pour son personnage, de dire qui est là, etc. Ensuite à Flavie, ensuite à moi par exemple, donc on joue tour à tour. Quand c'est notre tour, le meneur de jeu et donc la passeuse est derrière nous, en train de décrire ce qui nous arrive, et c'est une contrainte forte, c'est-à-dire que le meneur de jeu ne peut pas se mettre devant le joueur. Non, le meneur de jeu est derrière. Alors, je précise aussi, comme je voulais préciser à vous, c'est pas pour pouvoir toucher le joueur, lui susurrer des trucs à l'oreille. C'est vraiment pour que, même si on joue dans une semi-obscurité, c'est que pour le joueur qui est en performance, qui joue, ne voit pas en fait le visage du meneur de jeu et n'interprète pas un sourire. Quelque chose, un tic de langage pour soit une approbation de la fiction, soit une désapprobation. En fait. Et ça, toi qui es littéraire, je comprends que tu utilises ce procédé. Parce que tu veux les mots, rien que les mots. Pas les gestes, pas le corps. Tu joues pas avec... Le passeur doit être le moins présent possible. Donc c'est vrai que il y a des moments où j'ai éclaté de rire parce que je n'ai pas pu me retenir, mais j'aimerais au moins que mon visage ou mes expressions, mon langage corporel n'influe pas. C'est un dispositif très 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 intéressant. Deuxième dispositif... dispositif sur lequel on pourrait t'interroger, puisqu'on est censé jouer dans le noir, donc sur le principe, on n'est pas censé voir ton visage. Quoi. Oui, mais il y a quand même quelques bougies qui éclairent et qui pourraient interpréter. Il y a un autre élément qui est capital. Puis ça fait un peu la conscience. Alors, il y a un autre élément qui est capital. C'est que le joueur à gauche a un rôle important à jouer pour notre personnage. En l'occurrence, il incarne les ombres. Oui, ça fait une trinité. Le joueur est prisonnier d'une trinité. Voilà. On est sur une table ronde. Les 3 joueurs se placent en triangle sur la table. Voilà. Et le meneur de jeu, le passeur, la passeuse, se place derrière le personnage qui raconte la scène. Et alors ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que vu que le joueur de gauche est l'ombre du personnage dont c'est le tour et que le joueur de droite est la lueur du personnage dont c'est le tour, si le meneur de jeu était intercalé entre J1 et J2, eh bien, cette règle-là ne serait plus applicable. Donc le meneur de jeu doit en quelque sorte s'extraire de la table de jeu pour justement faire exister ce système. Ça, c'est vachement intéressant. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est comme des jeux dans lesquels on imagine le meneur serait, je sais pas, dans une régie à côté. En fait, ça fait partie du dispositif que le meneur soit ailleurs. Il y a des contraintes fortes parce qu'on est obligé de jouer dans le noir avec des bougies à LED. Voilà. J'avais pensé aussi dans une version du jeu, mais ça demande des contraintes aussi techniques, c'est que les joueurs aient seulement des oreillettes et que le meneur de jeu soit pas présent à la table du tout. Dans une régie, tu vois, j'y avais pensé. Ouais, tout à fait. Mais après, on multiplie vachement les contraintes. Alors que je trouve que du point de vue de la ritualisation, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des bougies au centre de la table, qu'on soit dans le noir, que le meneur... Parce que le passeur, s'il était dans une régie, on la verrait pas marcher de joueur à joueur. Le passeur, c'est celui qui passe, c'est celle qui passe aussi de joueur en joueur dans leur dos. C'est l'ombre de la mort qui plane sur chacun d'entre nous. S'il était dans une régie au loin, cette ombre serait nettement moins présente. Elle ne serait même pas une ombre, seulement une voix. Or, la mort n'est pas une voix. La mort est une ombre qui circule, qui passe derrière nous. C'est marrant que tu parles de la mort, dans le dos. Et qui nous fait froid dans le dos. J'ai dit le passeur, j'ai pas dit la mort. Non, mais évidemment. Alors, excuse-moi. Et on lui donne quand même des sous. Excuse-moi,
c'est ce que j'allais te Et dire. puis on non, lui mais donne deux sous pour les Ce qui est yeux bien, et c'est un que pour la je bouche. voulais pas donner, hein. Je voulais pas donner. Hein. Non, mais attends, tu nous donnes tous les codes. Tu nous donnes des pièces au début, tu nous dis c'est le passeur. Les noms. On doit les payer noms le des- passeur. Ah, voilà, on a payé le passeur pour permettre de réussir des actions. Les noms des personnages que tu nous proposes, donc entre guillemets, les noms prétirés, sont que des noms de héros de tragédie grecque. Je veux dire, si on n'a pas compris, on est un peu con, quoi. Je veux dire, là, vraiment, il n'y a pas de doute. Donc, ouais, donc là, déjà, on est bien dans l'ambiance. Oui, tu vois, que ce soit clair pour les auditeurs, c'est-à-dire que il n'y a pas de feuille de personnage. J'ai juste distribué aux joueurs des cartes sur lesquelles il y a marqué un nom. Alors, c'est des noms qui sont inspirés des tragédies ou de la mythologie Voilà. gréco-latine. Ou des philosophes grecs. Voilà. Gréco-latines. Et ouais. je distribue les cartes. Je distribue 3 cartes à chaque joueur et je demande d'en choisir une qui sera le nom de son personnage. Flavie a eu d'ailleurs énormément de mal à trouver un nom qui Après, lui correspondait. voilà, on doit être dans une situation de confort pour le joueur. Donc, si jamais, en fait, le but de 3 joueurs, c'est de limiter un peu le choix. Mais si vraiment le nom n'est pas inspirant pour le personnage, on peut tirer. Je voulais un nom en rapport avec le corps. Oui, voilà. On va en parler après. Et Mais... donc tu as choisi Actéon qui permet d'agir. Voilà, parce que toi tu avais donc le personnage qui symbolisait le corps, Fly. Oui. En fait, on doit choisir 3 personnages. Il y a le corps, l'âme et l'esprit, donc cette bonne vieille trinité. Et moi, j'avais choisi de faire le corps. Aussi parce qu'il y a des années de ça, j'ai joué à Agone une farfadine qui en fait gérait le cirque et dansait, etc. Et on n'a jamais fini la chronique. Et je me suis, une éclipsiste. Et je me suis dit, je vais la finir là, la chronique. je vais mettre un terme à mon perso. Alors évidemment, c'est un perso qui n'a rien à voir finalement de ce que j'ai créé avec. Mais ma première idée, c'était mon éclipsiste. Et puis en fait, c'est pas du tout ça que j'ai joué. Mais voilà, j'étais contente du coup de reprendre le corps et de reprendre un peu ces trucs que j'aimais bien dans Agone. Parce que voilà, la première scène, enfin on va en parler après, c'est un truc que j'ai Alors bien aimé. Valentin, lui, était l'âme. J'aimerais Donc bien tout ce qui qu'il concerne prenne les ton personnage. sentiments. Ouais, tout à fait. Donc en fait, l'âme, ça peut être vu de son différentes manières. Voilà, alors les 3 mots, corps, âme et esprit, peuvent être tordus dans tous les sens. Pour esprit, on peut voir par exemple un érudit, un magicien, un scientifique, mais aussi un esprit torturé, par exemple. Tout à fait. Donc moi, je jouais Chrysalé, qui était une personne, une sorte de psychologue, quelqu'un chez qui on vient pleurer en fait, et qui va recueillir les peines des gens, qui va éventuellement pleurer avec eux, quelqu'un qui incarne un peu l'intimité dans l'âme. Pas une âme solaire qui inspire une force d'âme, mais plutôt l'intimité, le repli et l'acceptation de la tristesse. Quoi. Adoré ce perso. Ah ouais, ouais, moi j'imaginais le recueilleur des larmes qui avait des bocaux avec les larmes des gens. Enfin, c'était génial. Magic, tu vois, côté le recueilleur de larmes. C'était génial. Quand tu as dit ça, j'étais là. C'est trop bien. Je fais de la promotion pour ma paroisse. J'ai trouvé que c'était un personnage de sens néant. Tu vois, le côté je recueille les larmes, je recueille les mantis d'eau. C'est. Il m'a fasciné. C'était presque. En plus, je voyais un peu ça comme presque un travail. Le travail d'aller vers les gens pour qu'ils puissent s'autoriser à pleurer en fait. Ouais, c'était même pas dans le langage psychanalytique quoi, mais vraiment dans s'autoriser l'émotion et le sentiment quoi. Ouais. Et puis ça posait aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est l'idée que la tristesse est un sentiment très important pour la vie. Dans une société où on la récuse, où on veut le bonheur à tout prix, où la joie est toujours importante, ce personnage, il indique, bah non, en fait, la tristesse est aussi nécessaire que... C'est aussi important d'être triste que de rire. Enfin, ou que... Alors, excuse-moi, je vais un peu pas ridiculiser ton personnage, mais que d'aller pisser, en fait. Non, mais en fait, je pense mais je pense que tu le ridiculises pas, au contraire, tu le rends honneur dans un certain sens. Okay. Parce que c'est... Très bien. Pourquoi est-ce que pleurer serait plus grave ou plus important que manger, dormir, aller aux toilettes? En fait, on peut s'autoriser à aller voir des gens et puis pleurer. J'avais peur que tu prennes mal cette réflexion. Non, au contraire. C'est un besoin naturel. Ouais, peut-être pas un besoin naturel dans le sens, mais il y a quelque chose de ça, ouais. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et Romaric, qui avait choisi son personnage en dernier, curieusement par élimination, se retrouve avec l'esprit.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, moi, je pouvais tout jouer. Hein. De toute façon, cette trinité alchimique, je la kiffe depuis longtemps. J'ai fait plein de jeux autour de ça. Enfin, je veux dire, ça... Donc, les trois me semblaient des contraintes parfaitement jouables et intéressantes dans tous les cas. Et je me retrouve du coup avec l'esprit qui est, comme l'a très bien dit Flavie quand je l'ai reçu, la caractéristique principale que j'utilise tout le temps. Sur la page, j'aurais beaucoup de personnages que tu utilises. Et tu jouais le personnage de Cléante. C'est ça, le personnage de Cléante qui est le médecin du baron, donc qui est lui aussi confronté à l'impossibilité de guérir le baron, puisque comme tu l'as dit, c'est une énigme en fait, la maladie de ce baron. Il y a quand même une intrigue dans ton jeu. Il y a une intrigue et il y a un scénario qui est très léger, mais il y a une intrigue. Qui est écrit à l'avance, qui est prévu, qui est écrit à l'avance, exactement, qui est un peu scripté. Et ça, c'est pas inintéressant non plus, parce que du coup, ça crée corps, ça crée du contenu, ça crée de la résistance, et c'est pas évanescent, c'est pas brumeux. Moi, j'ai vraiment une sensation de réalité, tu vois. Donc ça c'est intéressant parce que dans ce genre de jeu très onirique, ce qui peut me perdre parfois, c'est justement l'onirisme qui fait que du coup tout perd un peu son sens. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quand même un socle sur lequel reposaient nos personnages. Alors justement, donc moi j'avais choisi de jouer un médecin qui savait en fait que la maladie faisait partie du destin, de la destinée de son baron, voire même que la maladie de son baron était nécessaire à la sauvegarde du monde. Et en fait, sa responsabilité à ce médecin, c'était d'avoir soigné ce baron, et ce faisant, d'avoir fait advenir la fin du monde. Parce que alors c'était un médecin un peu particulier, c'était un médecin astrologue un peu... Voilà, c'est ça, je me suis inspiré d'un concept des Chevaliers du Zodiaque, qui est le concept du point étoilé. Qui est dans les Chevaliers du Zodiaque ont des constellations qui sont inscrites en fait dans leur corps, et avec laquelle ils parviennent à déployer leur force, qui est la cosmo-énergie, le cosmos. Et en fait, chaque chevalier dispose d'un point, d'une quantité de points étoilés qui correspond aux étoiles de sa constellation. Et en cas d'empoisonnement, on peut presser en fait les points étoilés pour faire s'échapper le sang du chevalier et le libérer en fait de la maladie. Donc, je me suis inspiré de ce truc-là que je trouve assez classe. Pourquoi ? Parce que l'idée que la santé d'un personnage puisse être inscrite dans le ciel et dans sa destinée, ça allait assez bien avec la thématique globale de ton jeu, qui est la fin du monde annoncée. Et ce qui est important en fait, c'est que les personnages soient vraiment des héros. Donc je fais appel à tout ce qui est le jeu est cadré très fort pour qu'il y ait une symbolique qui soit aisément compréhensible par tous, qui éveille chez chacun des images et que chacun puisse s'approprier. Parce que je pense qu'on est, alors plus, vous me le confirmerez ou pas, mais dans un jeu en performance, donc il faut vraiment que chaque joueur s'approprie. Enfin, je sais pas du tout. Je sais pas du tout en fait. Non, mais en fait pour moi, il faut, et c'est important que chaque joueur s'approprie son personnage au sens qu'il éveille en lui des choses suffisamment personnelles pour... Alors, excuse-moi Justine, mais en gros, l'idée c'est qu'on peut... je suis d'accord, c'est un jeu de rôle en fait. Donc on peut y jouer en performance à mon avis et faire des parties extraordinaires en performance, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais moi, je pense qu'on n'est pas obligé. Voilà, moi j'étais pas du tout en performance sur cette partie, j'étais en lâcher prise. Ce qui m'intéresse aussi, voilà, comme retour. Et moi vraiment j'ai pu jouer à ce jeu sans aucun problème, il est fonctionnel en l'état. Oui. Mais je pense qu'effectivement des joueuses en performance peuvent Après on a un peu joué, enfin surtout vous deux, Romaric et Flavie, vous avez un peu joué avec le dispositif. Dans le sens où... on a fait du méta et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais seulement quand c'était son tour. Oui, moi quand c'était mon tour de jouer. Mais c'était super intéressant, justement. Enfin, on pourra revenir après sur le méta. Mais parce qu'en fait, le dispositif est tellement fort et chargé en symbolique que pour moi, il me pousse... En fait, le dispositif, est presque une couleur, une corde sur laquelle jouer la musique, parce qu'il est tellement dans la fiction, je veux dire, les pièces du passeur, les bougies... Ouais, mais ça, pour moi, c'est clairement un moment de performance, c'est-à-dire que tu utilises le dispositif pour dire des choses, pour agir. Oui, mais si tu veux, le dispositif est tellement dans la couleur du jeu qu'il est presque plus du méta. Ah oui, d'accord, ouais. C'est ça que je veux dire. Peut-être justement, c'est un cas limite intéressant, quoi. Voilà. Ouais, le fait qu'à la fin, t'as hésité à sacrifier ta dernière pièce. Voilà, et je pourrais même t'expliquer pourquoi en détail, mais ce serait peut-être aller un peu loin à ce stade du podcast.
Donc voilà, donc je pense qu'en tout cas le jeu permet de jouer en performance. À mon avis, effectivement, on peut imaginer que mon exigence soit ma résistance, mais là en l'occurrence, même en lâcher prise, ça fonctionne très très bien. En jeu normal, je sais pas comment le dire, jeu en non performance, je sais pas, il y a pas de mots pour voilà, mais ça fonctionne très bien aussi. Il y a un truc, alors je sais pas, moi j'ai plein de trucs à dire, je pourrais parler, donc je sais pas, j'embraye. Il y a un truc qui me marque beaucoup sur ce type de dispositif. Moi, ça me fait beaucoup penser au dispositif qu'on avait mis en place pour jouer à Polaris de Ben Lehman avec Christophe Buckley, c'est-à-dire la bougie sur la table. On a tout. On a la bougie sur la table. On a une grosse ritualisation. On a une grosse ritualisation. On a des tours de parole. On a des rôles de personnages, qui sont liés à la position des personnages autour de la table, ce qui n'est vraiment, c'est vraiment polaricien. Ce jeu, pour moi, s'inscrit dans la droite lignée de Polaris de Ben Lehman. Oui, j'assume. Bon. Donc, du coup, le problème de ce type de dispositif, c'est son avantage. C'est-à-dire que c'est un dispositif que je dirais pressurisé. C'est-à-dire qu'en fait, on est sous pression, on est en immersion, comme dans un costume au fond de l'océan. Et en fait, dans le fond, on est sous pression. Le problème d'une ambiance aussi pressurisée, c'est-à-dire qu'on est dans le noir, avec des bougies, etc. Oui, c'est que dire sous contrainte. On est sous contrainte. Voilà, on se sent le dispositif est très fort. C'est que du coup, s'il y a des scènes qui nous dérangent, s'il y a des choses qu'on a envie d'exprimer autrement que par le langage, je vous rappelle qu'on est dans le noir, donc c'est difficile de faire un geste, de faire un sourire, etc. Eh bien, c'est très difficile. Et donc, si à un moment donné, il y a un sentiment de malaise, autant le jeu, le problème de l'environnement pressurisé, c'est qu'il intensifie tout. Il intensifie l'immersion dans le jeu, c'est-à-dire les bons moments dans le jeu, les moments poétiques, les moments tragiques, les moments intenses, mais il peut aussi intensifier et pressuriser des moments de malaise et des moments de mal-être. Ce qui me gêne dans ce jeu-là, clairement, je vais vous le dire, parce que à un moment, c'est comment gérer la sécurité émotionnelle. Parce que j'ai vraiment très peur qu'une personne craque. Ouais. Après, je pense qu'il y a un dispositif du jeu qui sert à ça, c'est que le meneur de jeu, enfin, le passeur, ayant très peu de choses à faire, parce que honnêtement, je ne vous cache pas que moi, je suis en mode écho quand je joue à ce jeu-là, c'est-à-dire le passeur a très peu de choses à faire. Oui. Il recadre juste un peu l'intrigue, reprécise un peu un point de règle, mais par rapport à un jeu, c'est un jeu avec meneur, mais là, c'est un jeu avec meneur où le travail du meneur est assez light. Donc, en fait, mon seul travail en dehors, puisque j'ai, je dirais, du temps de cerveau disponible, c'est de faire attention à que tout se passe bien. Donc, essayer, si jamais je vois que quelque chose dysfonctionne, de trouver les paroles rassurantes, d'être à l'écoute et de voir s'il y a quelque chose. J'ai eu un moment des petits tilts, je me suis dit, est-ce que je m'affole pour un rien ? Est-ce que je dois reposer les choses ? Est-ce que je dois dire une parole rassurante ? Mais tu vois, du coup, moi, en tant que joueur, je me suis permis de prendre des libertés, de me mettre à rire alors que on n'était pas dans l'ambiance. Tu vois, j'ai parfois rompu un peu l'ambiance, tu vois, je me suis mis à rire. Parfois, je me suis retourné vers toi. Ce qui, je pense, n'est pas prévu par le dispositif du jeu. J'ai un peu, tu vois, pour te faire une plaisanterie, un truc comme ça. C'est prévu aussi, parce que c'est pour moi une façon de dédramatiser ce qui se passe. Ok, donc tu l'autorises, mais mais c'est pas explicite. Tu vois, je voulais pas autoriser au départ, voilà. Mais en fait, ce que je veux dire dans la réaction... Je me suis permis de le faire. Voilà, dans la rédaction définitive du jeu, il faudra que je le dise très clairement que le meneur de jeu pose des contraintes très fortes, mais s'il voit qu'à un moment donné, il y a une contrainte qui déconne, parce que pour moi, c'est le premier indice. Si je m'aperçois que les joueurs ne respectent pas les contraintes, il y a deux possibilités. Soit c'est que le jeu les saoule, mais bon, à la limite, ça, c'est pas le pire. Mais s'ils ne respectent pas une contrainte, c'est peut-être un indice qu'il y a quelque chose qui va mal. Donc à ce moment-là, au lieu de rappeler la contrainte de force, c'est de laisser faire ou d'autoriser. J'ai un contre-exemple à ça, parce que ça c'est ce que tu dis, ça c'est ce que tu dis dans le podcast, mais j'ai un petit contre-exemple à t'apporter, c'est que pendant la partie, au tout départ de la partie, tu as été un petit peu insistante sur le rituel, la façon de prononcer le rituel. Oui. Et il y a un moment donné où tu as rappelé à Lord Flavie en lui tapant un peu sur les doigts. Et en fait, moi j'étais ça a été difficile. Oui, alors moi j'aurais un conseil à te donner en fait. Parce que quand c'est la première fois, en plus j'étais la première à passer. Oui, non, c'était, je sais, ouais. Et je te conseillerais de montrer en fait, avant de démarrer, quand tu fais toutes les explications, de montrer un moment où tu dis je renonce à ça. Parce qu'en fait, moi ce qui m'a fait bugger au début, c'est que tu m'as dit je renonce à que, et je comprenais pas ton que.
Oui, en fait, c'est la malédiction qui suit, ouais. Et je suis là. Voilà. Et en fait, mais donne juste un exemple au début. Ouais, je vous en ai donné 2 exemples, mais c'est pas évident, en fait. Tu vois, et c'est, pour te montrer à quel point c'est à double tranchant, c'est que quand tu as fait ça avec Flavie, je me suis dit, oh putain, c'est sérieux comme jeu. Et en même temps, ça m'a fait kiffer, quoi. C'est-à-dire que ce qui est rigolo, c'est... Bah oui, parce qu'en fait, dans le fond, moi, j'aime bien un petit peu, tu vois, j'aime bien jouer à me faire peur, j'aime bien les dispositifs un peu originaux. Je veux dire, je suis quand même l'auteur de Sens. Je veux dire qu'il y a un jeu qui, justement, met ses joueurs dans des situations très pressurisées, à minima. Et donc, du coup, quand t'as fait ça, je me suis dit, ok, quoi, on n'est pas là pour déconner. Donc, il y avait un côté cool. Mais en même temps, je me suis dit, c'est à double tranchant. Oui. On se connaîtrait pas si bien. Oui, je sais. Tu vois, c'est ça. Voilà, c'est ça. Fait, moi, je savais que j'étais en sécurité avec toi. Alors, le souci, c'est un souci qu'on retrouve dans d'autres milieux que le jeu de rôle. C'est qu'au début, il faut cadrer assez, quitte à être un peu rigide. Pour après... à la pédagogie, là. Ah bon, pourquoi vous dites ça? C'est le prof de latin qui parle. Moi, j'ai pensé à ça pendant que tu fais ça, parce que tu t'es drôlement détendu après. Au début, tu cadres de façon assez rigide pour donner l'impression qu'on va jouer sérieux et que s'il y en a un seul qui rit, s'il y en a un seul qui dit des bêtises, s'il y en a un seul qui ne respecte pas le rituel, il sera sanctionné. Et après, tu peux te permettre de t'assouplir parce que ça est compris. Ils ont compris que le cadre était important. Ouais. Et le souci de commencer de façon un peu trop gentille, c'est que j'ai peur que, ouais, je vous laisse faire, vous faites un peu comme vous voulez, vous vous lancez un peu comme vous voulez. C'est qu'après, si je me permets une interruption, vous allez dire non, mais attends, c'est moi qui raconte l'histoire, donc s'il te plaît, ta gueule, quoi. Ouais. Et c'est ça va permettre aussi de cadrer le passeur. Ouais, parce qu'il y a des moments où je dis des choses. De recadrer le passeur. Comme le meneur de jeu intervient, en fait, la personne qui raconte est en charge de sa scène, mais comme il y a une intrigue, le meneur de jeu, la passeuse, le passeur peut dire des choses en fait que le personnage est tenu d'accepter. Il n'y a pas de moyen de refuser en fait ce que dit le passeur ou la passeuse dans sa narration. On peut négocier avec le passeur ou la passeuse, mais pas refuser en fait. Très bien. Il n'y a pas de mécanique du moins pour refuser. Valentin, sinon je continue. Hein. Moi, on m'arrête plus là. Flavie, tu avais des choses à ajouter, très bien. Le premier truc que je vais te dire, parce que moi j'ai bien aimé. Ok. Merci. Ah non, moi je laisse le suspense. Donc tout ce que je vais te dire, il m'a mis sous pression avec son dispositif là. Donc du coup, je laisse le suspense. J'ai notamment beaucoup d'amour pour tout l'esthétique qu'il y a autour de ça, les petites bougies. Moi, je suis très preneuse de ce genre de choses. J'ai trouvé ça très très chouette. Il y a une des règles que je n'ai pas respectée. T'avais dit qu'il fallait vraiment garder sa zone de confort et tout. Et en fait, moi, en fait, pour une raison qui m'échappe, j'ai choisi en fait. Au début, c'était pas conscientisé. Hein, quand je dis que, au moment où je l'ai choisi, c'est venu un peu tout seul. Qu'en gros, on doit expliquer pourquoi on a échoué en fait au moment de la Grande Guerre. Et j'ai choisi en fait, alors que depuis que j'ai des enfants, en fait, normalement, je ne mets plus d'enfants dans les. J'ai eu peur quand tu as choisi ça. J'ai vraiment eu peur quand tu as choisi ça. Hein, et en fait, je me sentais en sécurité justement parce que j'étais sous pression. Et du coup, c'est marrant ça c'est fou. Parce que en fait moi tu mets un gros cadre et je fais oh cool, il y a un gros cadre, je vais être en sécurité. Voilà. Donc tout ce qui est pas du tout vrai. Non, mais je sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai choisi du coup d'avoir été non, justement généralement, c'est plutôt quand il y a un gros cadre. Génial. Quand il y a un gros cadre, généralement ça me fait péter les boulons et là du coup, j'ai choisi ça t'étouffe et tu sers à en sortir ouais. Et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai cassé en fait une des règles que tu avais dites à ce moment-là. Mais du coup, j'ai choisi d'avoir refusé en fait ce qui m'était demandé parce que ça risquait de me faire une fausse couche et du coup, j'avais un enfant. Or, on est censé renoncer aux choses qui nous plaisent le plus, donc en faisant ça. Alors, je sais, au départ, c'est pas la renonciation. C'est vrai que ça, c'est une faute de préparation parce que j'avais oublié ma feuille et puis dans le noir, c'est pas facile à retrouver parce qu'il y a 2 questions qu'on pose en fait au début. Donc, on choisit le prénom de son personnage, le corps, l'esprit en plus. On choisit quelle est sa fonction au château. Et il y a une grande guerre, on est âgé, on a choisi, et il y a 2 questions que je devrais plus ritualiser et que j'ai mal formulées, qui doivent être vraiment ritualisées. C'est pourquoi tu as failli? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui t'a retenu? Et qui, en fait, là, pour le coup, j'ai improvisé et du coup, ça me manquait parce qu'il n'y avait pas ce retour rituel à chaque personnage. Du coup, alors, excuse-moi, mais pour moi, ça, c'est pas clair. Pourquoi tu as failli? Qu'est-ce qui t'a retenu? Alors, les 2 questions sont indépendantes. Hein. Ok.
lors de Pourquoi la tu as Grande failli Guerre, lors de la Grande pourquoi Guerre tu as failli, pourquoi tu Voilà, as manqué un péché comique, tu Voilà. n'as pas avoué ou quelque chose comme ça. pourquoi tu Et- n'étais pas là, pourquoi, Et ensuite, c'est et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui t'a retenu. retenu à quel moment De quoi, Retenu, de quoi c'est- faire aussi. Ouais, de quoi faire, Alors, ouais, ça. justement, le qu'est-ce qui t'a retenu, c'est, et je l'ai vu parce que ça manquait dans le jeu, c'est ce qui doit normalement alimenter en fait la flamme, c'est-à-dire que ton Ah, oui. espoir, ta flamme doit s'appuyer sur cette petite étincelle qui fait que t'étais Ah, là, comment je comprends un petit Tu truc. vois, là. Ouais. Et comprends un c'est, petit je sais élément. que ça a manqué, je m'en suis rendu Ouais. compte, je m'en suis mordu les doigts, mais je vais pas me dire on rallume, je recherche ma feuille ou quoi que ce soit. Donc, Je suis pas sûr de comprendre la. Bah, c'est quel En gros, tu aurais pu, En tu aurais fait, pu Qu'est-ce qui mourir. fait que tu sois Qu'est-ce une qui fait lueur que tu as encore envie oui, il y a Qu'est-ce qui une- fait que tu gardes voilà. espoir, si Voilà. tu préfères En fait, voilà, il y Valentin. a peut-être une façon de reformuler les phrases pour être plus clair, mais l'idée c'est que comme tu as d'un côté le désespoir et comme tu as d'un côté l'espoir, l'ombre et la flamme, en fait, le personne qui sera l'ombre a besoin de savoir en fait qu'est-ce qui te fait désespérer en fait. C'est-à-dire que par exemple, si t'étais pas là lors de la grande bataille, en fait, il va te dire t'es un couard, tu manques à tes obligations, quoi que ce soit. Et donc c'est une sorte de guide en fait pour l'ombre et pour l'espoir en fait, qu'est-ce qui t'a retenu? Par exemple, toi c'était ton enfant, donc la charge de la flamme, c'est de te rappeler que cet enfant il est toujours là. On peut parler pas de clair, ça ou ou- est-ce que tu veux avancer, Fly? Moi, Pardon. en fait, je veux juste parler d'un truc là. C'est que pour Oui. moi, c'est pas clair que cette règle-là, elle soit plus fonctionnelle que ce qu'on a fait ce soir. D'accord. Parce que, alors, ok, il y a eu un petit problème ce soir, c'est que je trouvais que en tant que lueur, on avait moins de choses à dire. Enfin, il y avait moins de trucs intéressants à dire, à Alors faire. c'est volontaire. j'ai trouvé Elle personnellement. doit moins parler. Oui, alors c'est l'espoir doit moins clair, parler. mais même en termes d'inspiration, D'accord. c'était plus difficile parce que quand on parle en tant que lueur, j'ai l'impression Et- qu'on a trop de pouvoir. Attends, 2 minutes. En tant que flamme, les lueurs, c'est toi. Pardon, en tant que flamme, c'est-à-dire en tant que en tant que personnage de. Alors, quand c'est mon tour, À droite. la personne Alors, si qui tu est veux à le voir, gauche. vois ça comme l'ange sur ton épaule et le démon sur ton Voilà. épaule, c'est vraiment La, l'inspiration. la personne qui est à gauche joue l'ombre du personnage. Ouais, le petit démon sur ton le petit épaule. démon sur l'épaule. Et la personne qui est à droite joue la flamme du personnage. alors, Oui, tu vas dire son espoir ou le petit ange qui est sur Très ton bien. épaule. Très bien. J'ai trouvé qu'en tant que flamme des personnages, c'est difficile de faire des propositions parce qu'on ne sait pas si elles vont être intéressantes dans le cadre de la fiction que s'imagine le joueur qui joue. Oui, puis il est de Alors que- préciser qu'on ne doit quasiment rien dire en Voilà. tant que flamme. Alors ça, c'est absolument. Alors qu'en tant qu'ombre, c'est beaucoup plus facile d'être Clairement, en clairement, décalage, c'est- Enfin, parce qu'on s'en fout en fait de savoir au fond ce que l'autre, enfin ce que la personne qui est en train de jouer a au fond du cœur, puisqu'en tant qu'ombre, on doit justement être en décalage. Je suis pas d'accord. J'ai Valentin. le sentiment quand même qu'en tant qu'ombre, moi je me dis, qu'est-ce qui va vraiment te plomber, quoi? Qu'est-ce qui va vraiment te tirer vers te le tirer bas. vers le bas, c'est-à-dire tu te dis ok, c'est très clair, là j'entends quelqu'un qui me dit quelque chose effectivement en décalage, mais si tu touches précisément le point de rupture, le point sensible, c'est plus intéressant en fait. Ah, moi, Je j'ai trouve. pas joué comme ça. Alors t'as peut-être pas Oui, joué oui, comme ouais. ça, mais je pense qu'il y a des joueurs en fait Moi, qui, j'ai comme joué moi comme par Valentin exemple, en fait. Très bien. J'ai Il essayé il y a des vraiment joueurs de qui te ont faire peut-être mal, en besoin fait. de cette information. J'ai quoi. essayé de te faire vraiment mal. Et Ouais. Oui, ouais. le désespoir doit faire mal. Mm, mm. Mais en fait, c'est pour ça aussi que j'ai voulu ce dispositif, un petit démon sur ton épaule et un petit ange, parce que je voulais pas non plus que c'est un jeu qui est assez fort. Donc si en fait la personne qui joue le désespoir touche des points sensibles, il faut aussi que l'autre soit là pour contrebalancer et donner de l'espoir. Et en ça fait, donne autre chose aussi. C'est-à-dire que moi, quand tu as annoncé le truc au début, j'avais peur. Parce que comme on allait parler les uns après les autres, j'ai fait Ta beaucoup vie. de jeux comme ça et j'avais vraiment peur de m'ennuyer en fait. Parce que je me disais, on va pas jouer les uns avec les autres, flûte. Mais en fait, avec le dispositif, tu es présent en fait pas toi ton personnage, mais toi en tant que joueur, tu es présent finalement dans l'histoire de l'autre. Ce qui m'a permis moi de maintenir l'éveil tout au long et de mon intérêt tout au long du. C'est clairement le but. Hein. Parce que qu'au début, je voulais sinon, pas que les joueurs se jouer les fassent uns à chier, côté des autres, et en ça sert à fait, rien, sinon. c'est affreux. Enfin, tu t'attends Oui, non, juste c'est ton clair, c'est tour. le but. Ouais, moi, ceci dit, ça reste un point négatif du jeu quand même.
Moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait plus d'interaction entre nos personnages quand même. Enfin, tu vois, Ouais, tu mènes un peu l'enquête seule. Quoi. Ouais, c'est quand même un peu frustrant. Il y a quand même un côté un peu frustrant. Mais ça aussi, c'est que je voulu, c'est la solitude. Ouais, bien sûr. Tu es une personne âgée, t'es tout seul, c'est le désespoir, c'est le renoncement. Donc, c'est clair que le souci, c'est qu'il faut pas que tu fonctionnes en équipe avec les autres joueurs. Je comprends. Parce qu'à partir du moment où tu fonctionnes en équipe, t'es soudé quoi, contre une adversité. Et là, l'idée, c'est que t'es pas soudé en fait. Bah, si tu veux. Et puis t'es dans la renonciation et l'acceptation de la mort. Donc si t'as quelqu'un pour te soutenir, tu vas pas renoncer. Quoi. Bah, voilà. C'est pour ça que je comprends ton choix. Maintenant, là, tout ce que je dis, c'est moi en tant que joueur, c'est pas les jeux qui me font le plus kiffer. Voilà. Je comprends. C'est tout ce que je dis. Mais je comprends par contre en termes de game design et tout ton choix et tout, je trouve qu'il se justifie bien avec le propos de ton jeu. Il y a aucun doute là-dessus. Ce que je voulais dire par rapport aux lueurs, aux ombres, du coup, c'est que le fait de ne pas avoir ce pourquoi la personne espère et ce pourquoi elle désespère, ça nous pousse en tant qu'ombre et lueur à être très attentifs à ce que racontent les autres et à pas se faire une idée a priori avant la partie de ce qu'on va raconter. Ça nous oblige à être attentifs quelque part et donc à être vraiment, quand l'autre joue, avec lui. Et donc justement, ça compense le défaut que Flavie craint, c'est-à-dire qu'on joue les uns à côté des autres et pas les uns avec les autres. Si tu mets dès le départ dans la fiche de personnage ce que le joueur craint et ce qu'il espère, enfin ce qu'il... je comprends, tu figes les choses. Tu figes les choses et du coup tu peux partir dans... Le joueur peut se faire un plan de jeu et puis y rester bêtement sans vraiment faire attention à ce que l'autre est en train de raconter. Alors que là ça nous pousse à être toujours très très attentif à ce qu'il raconte pour bien le faire chier, tu vois, quelque part. Pour bien... Non mais c'est vrai. Et donc je pense que... Tu peux même polluer l'autre en lui parlant tout le temps. Enfin, ce qu'a fait Flavie à la fin et ce qui est le but, c'est-à-dire que le démon sur l'épaule, enfin le démon à gauche, l'ombre peut aller jusqu'à polluer pour que en fait l'autre lui dise mais ta gueule, tais-toi, laisse-moi parler ou des choses comme ça. Hein. Non, mais je ne tomberai jamais dans l'agressivité contre les démons parce que c'est eux qui gagnent quand tu deviens agressif contre eux. Ça, voilà, on ne le sait que trop. Non, mais vraiment le côté faire attention à l'autre et tout réagir. Ça peut être un plus, tu vois, justement, de pas savoir et d'enquêter. En fait, c'est une certaine forme d'enquête. Comment être la meilleure ombre possible et tout ça. Et tu vois, donc, ça peut être intéressant. À toi de voir, Broussaille, faire des parties où tu dis avant. Je note. Où justement tu dis pas et voir celle qui te plaise le plus finalement et te dire finalement je préfère sans ou au contraire non en fait je trouve que Romaric il a tort et que ça fonctionne mieux avec parce que ça peut être pour les joueurs débutants, tu vois, peut-être que c'est plus facile à appréhender, qu'il y a moins de surcharge cognitive parce que c'est vrai que nous on est habitué à avoir des maelstroms de ouf, on se pose des tas de questions, mais après tout des joueurs peut-être plus débutants auront besoin de plus de support, plus de choses, je ne sais pas. Voilà, donc là ça reste très très ouvert sur ce point. Flavie. Je suis étonnée à chaque fois en fait quand je regarde Valentin pendant un podcast parce que il est rendu à 3 feuilles de prise de notes. 3 pages. Ouais. Et je vais te donner je voudrais que tu prennes la parole et que tu commences à éliminer une partie de ce que tu as écrit. C'est parti. Ouais, en fait, je prends aussi des notes pour structurer ma pensée. Donc, c'est pas forcément un drop d'informations massif. En fait, là, je vous écoute vraiment parler de tout ça. Et ce à quoi j'essaie de réfléchir en écrivant, c'est la structure de la conversation pendant cette partie-là. Et en fait, moi, j'ai ressenti une sorte d'interférence en fait entre la passeuse et le personnage quand on est par exemple dans une instance. Qu'est-ce que tu appelles interférence ? Et ben justement, c'est ce que j'essaie d'un peu formaliser là. Alors, je le sais, j'en suis conscient, donc si tu veux, je peux te le verbaliser pour toi ou. Écoute, je vais te faire. Ce que j'ai ressenti, en fait, ce que je sais du jeu, c'est que j'ai déjà eu ce problème sur un autre jeu et que j'arrive pas à terminer pour la même raison. C'est qu'il y a quelque chose, c'est que c'est le joueur en charge qui raconte ce qui se passe. Mais en même temps, la passeuse ou le meneur de jeu se permet d'intervenir, ce qui fait que c'est très difficile. Et tu te trouves obligé de couper l'autre parce qu'il y a des moments où tu peux pas le laisser finir ses descriptions. Donc c'est vrai que c'est un problème, mais que je sais pas comment résoudre en fait. Alors du coup, première question, pourquoi est-ce que tu dis que
tu peux pas le laisser finir ces descriptions. C'est peut-être ça en fait. Faut peut-être creuser ce truc quoi. Qu'est-ce qui te fait dire que tu peux pas toi, parce que j'ai déjà eu ce sentiment de frustration sur un autre jeu que je développe qui a sur le coup la même technique. C'est que j'ai un joueur qui après la partie du jeu m'a dit en fait tu me laisses pas raconter en fait ce que je veux et t'arrêtes pas d'intervenir. Ce que j'ai vu, en fait. c'est que donne-toi le temps en fait, tout va bien se passer. À un moment, c'était je crois avec Valentin. Tu lui as tout de suite demandé tu renonces à quoi ? Mais Valentin avait même pas dit en fait qu'il allait renoncer. Il était encore dans l'explication de ça. Détends-toi. Je pense qu'en fait, non mais je pense que t'es debout. Non mais c'est vrai. Hein, toi aussi t'es sous pression en fait. T'es debout. Oui. T'es derrière la personne. Moi, tu es la main noire. Bien, en fait, tu es la main noire au-dessus. Mais en fait, n'hésite pas à t'asseoir derrière la personne. Prépare une chaise, en fait. Parce que le fait d'être debout fait que du coup, tu vas être beaucoup plus dans l'action, dans la rapidité. Alors que nous, on est assis, en fait. Attends, parce qu'il y a ça. Et je te laisse répondre. J'avais une contrainte, en fait matériel auquel j'avais pas pensé. C'est-à-dire qu'on a joué sur ce qu'on appelle une pergola. Et en fait, c'est vrai que comme j'avais pas prévu de m'asseoir derrière, en fait, il y avait une petite rambarde sur laquelle je me suis appuyé à certains moments. Et j'avais peur qu'en m'appuyant sur, la rambarde à vos côtés, je sois trop sur vous, quoi, en fait. Et c'est vrai que ça me forçait à me relever et à me rasseoir. Et je pense que il faut que je pense vraiment à tout le dispositif. En fait. Et puis donne le temps. C'est pas grave s'ils sont en train de décrire plein de trucs en fait. Laisse marrer, tu vois. C'est pas, quand t'as déjà un rôle hyper fort, quand le passeur il va dire à quoi renonces-tu, ou qui va poser des questions. En fait, le joueur saura se retourner et te dire et là qu'est-ce qui se passe ou tu vois. C'est pas grave en fait. La question là que je me pose, c'est que comment est-ce que tu envisages la répartition, on va dire l'autorité, comme on disait dans le temps, c'est-à-dire là tu fais vraiment vieux pour le coup, comme on disait dans le temps. C'est ça, voilà. On joue les vieux. Et c'est-à-dire typiquement on a un pouvoir narratif quasiment total en tant que joueur. Et toi aussi tu as un pouvoir narratif quasiment total, ou en tout cas au moins aussi grand que le nôtre. Et donc les deux justement peuvent entrer en interférence, c'est ça que je voulais dire. J'ai pas de solution, c'est ça mes soucis. Mais la question en fait, alors j'ai deux questions, c'est petit 1, pourquoi est-ce que toi tu as besoin d'avoir ce pouvoir ? Pourquoi est-ce que tu as envie d'intervenir en fait ? Quelle est la fonction que remplit cette règle en fait ? Alors il y a deux choses, c'est que tu dois être alors on a parlé de la mort ou quoi que ce soit, mais tu dois être aussi cette espèce de, alors je sais pas comment le dire avec des termes qui soient, cette espèce de glas, tu sais, de épée de Damoclès. Oui, d'épée de Damoclès, ou de personne qui dit oui mais c'est comme ça, tu vois. Donc cette espèce, ça c'est pour le côté esthétique en fait, de la chose. Le deuxième, alors pour des raisons de gameplay. Attends, alors du coup pour préciser ce premier point, quand tu dis le glas, est-ce que c'est ce que tu dis qui existe? En fait, je le remets en question ou je te mets une limite dans la narration, ou est-ce que c'est tu es en train de parler? Alors là, je parlais du point de vue esthétique, pas du point de vue gameplay. Hein. Ah oui, mais attends. Ah oui, donc tu veux dire dans la narration? Pour moi, il y a deux choses. Il y a l'esthétique et le gameplay dans le choix de cette règle-là. Ok. Le côté esthétique, donc c'est ce côté glas, un peu à la Cendrillon, des 12 coups de minuit. Il y a 12 coups de minuit et donc il va arriver quelque chose. Donc ça, c'est le côté esthétique de la chose, c'est-à-dire cette voix qui est la mort, qui te rappelle que la fin est proche. Ça, c'est le côté esthétique. Le côté gameplay, c'est qu'il y a une intrigue qui va permettre justement de faire avancer la fiction pour éviter d'avoir des scènes qui partent un peu dans le n'importe quoi, où tu sais plus quoi raconter ou quoi que ce soit. Donc il faut que tu aies ce pouvoir de gameplay de faire avancer la fiction en fait. Ok, alors est-ce que tu peux qualifier le part dans le n'importe quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as? J'ai l'impression que tu fais pas vraiment confiance aux joueurs en fait. Alors, c'est pas une histoire de confiance, c'est que ça reste entre guillemets un jeu à secret, c'est-à-dire il faut qu'une partie des informations ne soit pas révélée au début des joueurs, parce que ça crée notamment, ce que j'aime bien dans le jeu traditionnel, c'est les effets de surprise. C'est-à-dire, typiquement, quand Rome a essayé de tuer le baron, il s'est rendu compte qu'en fait,
comme il n'avait pas fait attention avant, ou il n'avait pas, entre guillemets, enquêté un peu, et ben en fait, ce qu'il a fait a... Moi, j'ai la sensation, en écoutant Broussailles, que en fait, il y a plusieurs types de résistances dans ce jeu. Ouais. Hein, il y a des résistances symboliques, que sont l'ombre, par exemple, qui est vraiment une espèce de résistance symbolique, de noirceur, etc. Et puis, il y a la réalité qui résiste, il y a l'intrigue qui résiste. Et en fait, là c'est là que le passeur... Ok, d'accord. Alors, je vois toujours de problèmes, en fait, dans le sens où... Ah oui, non, mais je ne l'ai pas résolu. Ouais, alors, si je reformalise bien, du coup, il y a cette... donc, ces résistances, je les entends, du coup, je comprends bien l'objectif, en fait. Mais là, je vois deux problèmes de structure. Le premier problème de structure, c'est celui au niveau des responsabilités. Vu que nous, joueurs, comment est-ce que tu combines le fait que nous, on peut raconter ce qu'on veut sur la fiction, et en fait, il y a des secrets que tu vas vouloir révéler. Tu vois ? Alors, je suis pas d'accord avec toi si on peut raconter ce qu'on veut sur la fiction. Il y a 3 personnages que le MJ présente au départ, et là, clairement, on s'interdit quand même. Enfin, moi, j'ai trouvé que dans les descriptions qu'on faisait, on s'interdisait globalement de leur faire n'importe quoi à ces PNJ, tu vois. Alors, le n'importe quoi, on a une liberté. C'est surtout que dès qu'on annonçait, parce qu'on doit annoncer, déjà, on a le droit d'utiliser que les personnages, les cartes de personnages qui sont sur la table. Au début, ils sont 3, d'ailleurs, on n'a gardé que 3. Et quand on annonce qu'ils sont dans la scène, directement, Broussailles les prenait en voix. Alors ça, aucun problème. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de dysfonctionnement à ce niveau-là. C'est pour ça que, du coup, on les respectait. Aucun souci. C'est-à-dire, là, typiquement, les personnages qui sont placés, la voix des personnages et comment est-ce qu'ils interagissent, super. Valentin, super. Je pense que là, il n'y a pas de souci, en fait. Imagine le joueur qui commence direct en disant le baron vient de se suicider. Je suis à son chevet. Il cadre direct comme ça. Ça fait partie. Mais j'ai ce souci-là sur un autre jeu. Et je dirais que... Alors... c'est pour moi un aveu très clair. Je suis en incompétence de régler ce problème-là. Ok, bon, on pourra y réfléchir. Honnêtement, j'ai pas de solution. Ça fait sur l'autre jeu que je travaille, ça fait 1 an que je suis là-dessus et je bloque. Donc du coup, j'essaye de passer à autre chose parce que je me dis, il faut pas non plus. Tu sais, quand tu es sur un problème dans un jeu, pour ceux qui écrivent des jeux, ils le savent. Il y a un moment, tu dis, ah merde, ça bug là, ça bug là, ça bug là, et au bout d'un moment, tu dis plus que comment régler ce bug alors qu'il y a peut-être d'autres choses aussi à... Après, moi, je pense qu'il y a une fluidité. Enfin, je sais pas, tu me diras si je me trompe, hein, mais je pense qu'il y a une fluidité de ton background. C'est-à-dire, en fait, le baron, c'est un mort-vivant, mais si tu trouves ça classe à un moment donné, en tant que passeur, que ça le soit pas, eh ben, ça peut ne pas l'être, tu vois. T'es pas non plus psychorigide sur le... J'ai éliminé de l'affection des choses que j'avais prévues, sur le setting... Je voyais Dame Amalthée un peu comme une gitane, vous l'avez pas du tout intégré, et puis finalement, c'était pas la peine de vous le rappeler, quoi, en fait. Une façon de résoudre cette contradiction, Valentin et Broussailles, ce serait de dire en gros, ce qui est imposé aux passeurs, c'est certaines thématiques, tu vois. La mort, la maladie, la corruption, tu vois, donc voilà, certaines thématiques. Et après, la façon dont son setting pose ces thématiques, eh ben, elle va s'articuler autour de 3 personnages. Mais on sait pas. Mais avant le début de la partie, on ne sait pas vraiment comment la maladie, la mort et la corruption interviennent sur ces persos-là. Et donc en fait, on laisse les joueurs cadrer comme ils veulent, mais le passeur est là pour rappeler ce que tu appelles le glas, c'est-à-dire ce côté, la cloche qui sonne de oui mais maladie, oui mais la mort, oui mais la décadence. Non mais j'exagère, mais tu vois oui, je comprends. Ouais. Valentin. Okay. Alors donc effectivement, ça je pense c'est un premier point. Après, il pourrait peut-être éventuellement possible d'envisager une répartition différente en fait de l'autorité sur certains points, comme tu disais. Bon, qu'importe. Ou des manières en fait de dire bon bah il y a certains, par exemple les lieux, tu peux les décrire, tu peux dire qui y a dans la pièce, tu peux dire quel est ton objectif et tu peux dire plein de choses sur la situation initiale. Puis après, le joueur va dire ce qu'il va y faire, et là, à ce moment-là, le personnage va répondre. Bon, c'est une possibilité, il y en a plein de différentes. Flavie ? Moi, à un moment, je me suis même demandé si le rôle du passeur était, à part symboliquement, vraiment obligatoire. Parce qu'en fait, on pourrait très bien, parce que ça pourrait très bien être les 2 autres, en fait, qui gèrent certaines choses.
Ah ouais, non, là, je suis pas. Non, tu penses pas Alors, Je me suis posé la question pendant le jeu. Le passeur, parce que c'est lui qui apporte certaines symboliques, et en fait, ça fait partie des personnages. Il est là sans être là. La mort qui rôde, Oui, le c'est côté ça, des pièces qui teintent pour lui signaler. Oui, parce que quand tu es obligé de... Tu perdrais beaucoup de choses à lui. Tu laisses teinter les pièces parce que tu les donnes symboliquement au passeur. Non, mais je m'étais posé la question, du coup. Ouais, mais... c'est le kiff d'être passeur. Ça, j'y tiens, en fait. Je pense que ça va être un en fait, kiff je te de dis, ouf. il y a en plus, honnêtement, t'écoutes une belle histoire et C'est un vrai en tant plaisir, que meneur de jeu, t'as un rôle. Enfin, au départ, t'as cadré le jeu, vois, mais tu le laisses. Tu peux imaginer des passeurs qui vont rajouter des techniques. En mode, ils vont mettre des bruits d'ambiance. Tu peux imaginer plein de choses, quoi. T'es complètement libre. À propos de technique, il y a une question que je voudrais te poser. Oui. Il y a 9 bougies sur la table correspondant aux 9 pièces. Ah ben en fait non, mais c'est un hasard, c'est parce que... Tu voudrais qu'on les souffle? Non, alors là oui, pour le coup c'était pas... En fait il y en avait 10 au départ, il y en a une qui marchait pas, donc j'ai enlevé. Mais parce que ça fonctionne bien et je me disais, pourquoi est-ce que quand on renonce, on n'éteint pas une lumière et qu'en fait à la fin on finisse vraiment dans le noir et pour savoir si la lumière va revenir, tu rallumes une bougie quoi. Alors là encore c'est un choix où je suis un peu prisonnier. J'avais pensé aussi pour la sécurité émotionnelle se servir des bougies par exemple, éteindre quand ça te choque ou quoi que ce soit. En fait j'ai la double symbolique que je veux garder absolument et que sans en supprimer une, il faut qu'il y ait les bougies. Parce que ça rappelle l'invocation des démons, ça rappelle, et puis ça éclaire aussi un minimum parce que tu as besoin. Donc tu as besoin des bougies. Et je pense que les pièces que tu donnes à la mort, que tu fais teinter, et justement que tu as besoin de faire teinter sur la table. Cédric adorerait ce jeu, je pense. Oui, c'est clair. C'est un jeu pour Cédric. Moi, quand j'ai joué à ce jeu, j'ai tout de suite pensé Cédric. Mais clairement, prends pas les 10 bougies, garde les 3 bougies, les 9 bougies. Les 9 bougies, oui, d'accord. C'est génial. C'était juste un ça correspond à nos flammes, en fait. Elles s'éteignent au fur et à mesure. Corps, à l'esprit, Moi, j'ai trouvé ça vachement bien qu'on ait chacun 3 bougies. Ça fonctionne beaucoup mieux que 10. En plus, on avait une haute, une moyenne, une une base. Elles sont forcément toutes de taille inégale. Il y a vraiment l'idée que c'est... Moi, j'ai trouvé ça cool. 9 bougies, garde ça, quoi. J'ai une autre question en termes de structure, mais pas du tout en termes narratifs, pas du tout en termes de gameplay ou de symboles, mais vraiment de conversation. Alors, dans l'idée, ce qui se passe, c'est que... J'adore mon Valentin. Le linguiste. Désolé, mais... C'est important pour moi. C'est génial. Et je pense que Valentin le sait. Pour moi, les règles de la conversation, c'est comme quand Trom il dit des trucs de philosophie. C'est comme quand moi je parle d'esthétique. Je veux dire, en même temps, il parle de quelque chose qui me touche. Donc, en fait, mais tu vas voir, c'est relativement simple. L'idée, c'est qu'on se coupe la parole entre le joueur et le meneur. Et je pense que ça, c'est structurel au jeu, dans le sens où quand, en fait, on est donc l'ombre et la lumière, là, on ne se coupe pas la parole, en fait. Alors qu'on parle en même temps. Et ça... alors, on se coupe la parole que si... tu vois. Oui, mais il y a aussi la contrainte de la lumière qui est qu'on ne doit quasiment pas parler. Oui, mais l'ombre, tu vois, qu'on peut parler tout le temps. Non, mais même, c'est très intéressant ce que dit Valentin. Donc, c'est comme si on n'était pas sur la même piste. Oui, en fait, il y a un terme, ça, c'est les places dans la conversation. C'est quand on n'a pas les mêmes places au niveau conversationnel entre l'ombre, la lumière et... D'ailleurs, je pense que l'ombre et la lumière, ça peut arriver, mais peuvent se couper la parole. Je vais vous reprendre. C'est l'ombre et la flamme. Hein. La flamme, c'est Agonin. C'est vraiment. J'y tiens. Enfin. Excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. Non, mais t'as raison. C'est la flamme, c'est important. Ouais, d'accord. Donc en fait, voilà, c'est des places. En fait, on a des places différentes dans un système. Ce système, ce sont les règles de la conversation. Donc elles peuvent être explicites ou implicites. Donc par exemple, quand tu dis, je sais pas, on parle chacun son tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je parle. Quand j'ai fini de parler, l'autre, on n'a rien besoin de faire. Il y a un silence. L'autre enchaîne, celui qui est à ma gauche, etc., etc. Et en fait. Si, parce qu'on se voit. Alors oui, je vais revenir aussi. Justement. Les places sont négociées au niveau visuel en fait. Ouais, mais moi je vous voyais pas. J'avais ma capuche sur moi. Oui, non, moi je te parle d'une situation fictionnelle où admettons qu'on dise on va parler chacun notre tour. Mais donc dans un système, c'est possible qu'il y ait des places qui soient, on a tous la même place et la règle implicite c'est on parle dans le sens horaire par exemple. Là en fait, on a des places conversationnelles qui sont sur le même plan. Le meneur et le joueur, et donc c'est-à-dire moi je dis des choses au sujet de la fiction, quand l'ombre et la flamme disent des choses, ce n'est pas sur le même registre en fait, donc en fait je peux continuer et ignorer ou pas, donc en fait ma parole elle est pas coupée en fait quand vous parlez, parce qu'on n'est pas sur le même registre, parce que quand toi tu parles, je suis obligé d'arrêter
Parce que tu vas peut-être dire des choses qui vont contredire au niveau du registre de la narration et des faits narratifs. C'est hyper intéressant ça. Donc du coup, je suis obligé en fait d'arrêter de parler et on le sent bien en fait quand toi tu te mets à parler quoi. Ouais, complètement. Donc du coup, il y a pas du tout de symétrie en fait entre les registres conversationnels. Et donc l'idée c'est que vu qu'on ne te voit pas, parce que ce qui se passe dans une vraie conversation classique comme là on se regarde, on se voit tous et on négocie le système des places et de la prise de parole. Là, je vois par exemple Flavie prend son micro. Voilà, exactement. Donc en fait, on arrive à s'organiser, articuler les discussions. Donc ça c'est un premier point. Il n'y a pas le contact visuel, donc ça rend le truc encore plus dur. C'est-à-dire non seulement il n'y a pas de règles explicites pour arriver à articuler la conversation entre le meneur et le joueur. En plus, il y a ce côté, on a le même registre, donc qui est la narration, avec cet enjeu là que j'ai évoqué tout à l'heure. Et on n'a pas le contact visuel pour arriver à se coordonner. Par exemple, si tu lèves le doigt, si tu veux intervenir, ben là je vais m'arrêter et là tu vas préciser des choses. Donc tu nous coupes la parole quasiment tout le temps à cause de ce problème de négociation des places conversationnelles. J'ai encore d'autres trucs à dire, mais je ne sais pas si vous voulez réagir. Moi, je veux bien réagir à ça parce qu'en fait, j'ai beaucoup réfléchi à ça pendant la partie et il y a je sais pas si j'ai fait un parallèle en fait avec la psyché, tu sais, quand t'es sur le divan et la personne est derrière toi. Alors ça me vient de là. Hein. Et honnêtement, j'allais le dire. Mais elle ne coupe pas la parole. Elle fait avant de parler, elle fait des petits bruits qui annoncent qu'elle va vouloir prendre la parole. Genre, continuez. Pourquoi exactement? Et peut-être faire un petit bruit et annoncer une question plutôt que couper la parole. Je pense que ça te permettrait de bloquer en fait le fait que tu coupes la parole et de permettre en plus au passeur d'avoir l'air un peu plus sympathique, quoi. Alors, avoir l'air empathique, je sais même pas si c'est un objectif. Sympathique. Ouais. Mais non, mais je sais tu même pas vois, si c'est un parce objectif. que moi, quand on me coupe comme ça, c'était là. Mais en fait, l'idée, c'est que du coup, il y a un système qui est cette conversation avec ses règles. Et dans ce système-là, eh bien, tu es structurellement amené à couper la parole en fait et à être dans cette alors après c'est peut-être un objectif, tu vois. Alors je ne sais pas hein, mais c'est le système, tu vois. Je te dis c'est la solution à laquelle je réfléchis. Je sais, j'ai pas encore de réponse. C'est-à-dire que oui, tu l'as vu, hein, je l'avais pas dit, c'est vraiment inspiré de la psychanalyse où t'es pas en contact visuel avec la personne. Après, je pense à ce que tu viens de dire. L'idée, c'est que c'est pas de paraître sympathique en tant que passeur, hein, c'est surtout pas sympathique. C'est pas de paraître non plus désagréable et couper la parole. Donc, faut trouver un moyen terme, en fait, pour rappeler qu'on est là. Alors, j'avais pensé à un moment, mais je me demande si c'est pas intrusif. C'est que quand quelqu'un parle et que je veux lui signaler que j'interviens dans la fiction, c'est de lui poser la main sur l'épaule. C'est pour ça que tu parlais de pas toucher et tout ça. Mais je sais qu'il y a des gens que ça dérange et donc je me suis demandé est-ce que je demande l'autorisation avant pour toucher la main sur l'épaule ou alors convenir d'un autre signe pour intervenir. En termes symboliques, est-ce qu'il y a des figures de la mort du passeur qui ont un son caractéristique en fait? Le cliquetis du squelette. Il y a ça, il y a peut-être les pièces qui se... Après, je pensais... la bourse, tu vois. Et le chuchotement pour... Il peut y avoir aussi des choses comme les bruits de l'horloge ou le ding, tu sais, qui sonne de l'heure ou quoi que ce soit, que tu peux enregistrer sur ton téléphone ou quoi que ce soit. Mais c'est un peu... cloche. Mais c'est très artificiel, à mon avis. Ou alors une cloche ou... La cloche, je vois pas. Enfin, franchement, les gars... Clochette. Non, mais vraiment, j'ai pas de solution. Alors, de toute manière, c'est un problème, mais je pense, parce que qu'est-ce qui fait que moi, joueur, quand j'ai le pouvoir narratif quasiment total, je vais... Parce qu'en fait, on a un plan qu'on se construit. Je sais pas si vous l'avez ressenti ça, Romaric et Flavie. Et ça, c'est même dit pendant bien sûr, voilà. En fait, on se construit une logique discursive, c'est-à-dire, on n'est pas en train de décrire des faits et des événements au jaugé. En fait, on construit, et même pendant le tour des autres, on y réfléchit, on se dit comment est-ce que je peux construire une logique narrative. Par contre, moi, j'étais incapable de construire pendant le tour des autres. C'est d'ailleurs pour ça que je mettais du temps à démarrer. Ouais, mais alors du coup voilà, tu vois, tu faisais quand même ce travail et en fait, le truc c'est qu'on se crée une structure en fait narrative, mais qui va durer peut-être quelques phrases, avec une logique interne. Et en fait, quand tu nous coupes la parole à un moment donné, en fait, tu nous coupes dans cette logique interne. Ouais, c'est vrai. Et
moi, je trouve ça. Alors, le sentiment que j'en ai, c'est de la frustration, de la difficulté, et aussi un peu de. J'arrive pas du coup à enchaîner sur ce que j'avais éventuellement prévu. Justement, et je provoque quelque chose que je veux pas provoquer. C'est voilà. ça qui me gêne. Je voulais savoir, est-ce que c'était voulu ou pas? Non. Okay. Là, je te dis, c'est pour ça que pour moi, il y a un dysfonctionnement là sur lequel je bloque parce que du coup, créativement, on va travailler. De gameplay, j'ai pas de réponse. Mais je te dis, j'ai pas de réponse, mais c'est pas, le sentiment de frustration, c'est pas celui que je veux. Par contre, c'est plus le sentiment que ce que je dis, tu dois. Alors, c'est pas un devoir. Hein, ça pourrait. Hein. Ce que tu dis doit nourrir ta fiction, doit être. Et s'inspirer au lieu de la psychanalyse, je sais pas, comme tu parles symbolique, du prêtre en fait qui écoute en confession. Et qui du coup dit continuez mon enfant, tu peux continuer ma flamme ou continuer. C'est pas continuer, c'est au bout d'un moment. Oui, mais tu fais une pause quoi en fait. Au moment où du coup tu vas devoir dire quelque chose, tu pourrais. Alors je sais pas, je suis jamais allée à la confesse, donc je peux pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il doit dire quand il doit relancer ou poser une question. Que j'avais pensé donc il y a j'avais pensé à la main sur l'épaule, j'avais pensé aussi au mot non prononcé de façon un peu non. Mais qui le non en fait ça veut dire que je refuse ta fiction. Attends là c'est plus une pause en fait. Attention là parce qu'il y a un problème dans le sens où là vous êtes en train de dire bon comment est-ce qu'on peut arrêter la conversation de quelqu'un, mais ça résout pas le problème de l'arc en fait, que tu t'es construit et qui va être nié par l'intervention de la passeuse en fait. Et moi je veux bien qu'on trouve des manières pour permettre à quelqu'un de juste arrêter de parler à un moment donné en toute détente sans qu'il y ait un sentiment de avoir la parole qui se fait couper. C'est pas qu'un problème formel. Voilà, c'est pas qu'un problème de conversation et d'articulation simplement. Donc c'est pour ça que ça me pose un vrai problème. C'est pas qu'un problème de signal. Voilà, alors il y a un problème de signal, voilà, exactement, mais il y a aussi un problème de construction du sens même de notre discours. C'est-à-dire qu'en fait, le sens, on le projette dans un ensemble, en fait, c'est comme un texte. C'est-à-dire, si tu regardes un paragraphe, si tu lis, par exemple, les deux premières phrases du paragraphe et pas la suite, bah, t'as pas le sens du paragraphe. Mais est-ce que le paragraphe, c'est le sens se construit et la fin du paragraphe, bah, le sens juste est développé, ou est-ce que la fin du paragraphe ne renseigne pas le début? Bah, en fait, le langage, le paragraphe, si tu veux, c'est le sens de l'ensemble du paragraphe. Donc en fait, nous, ce qu'on construit dans notre tête, c'est comme ça que ça fonctionne en fait le langage. Au niveau cognitif, ce qu'on construit dans notre tête, c'est un sens global de ce qu'on veut raconter. C'est d'abord ça qu'on construit, et ensuite, on va essayer de construire la séquence, c'est-à-dire l'ensemble des phrases, pour essayer de produire ce sens. Mais c'est pas comme si on produisait globalement des choses signifiantes en explorant petit à petit dans la séquence de la parole et la conversation. Tu voudrais dire que ça devrait être donné en amont en fait ces interruptions. Alors je suis pas en train de dire ce qui devrait être le cas. Je suis juste en train de dire d'expliquer le problème. Là je suis juste à cette étape. J'essaie juste d'expliquer ça. D'accord. Donc vraiment il y a ce sens qu'on se construit a priori. Après on essaye de le développer à travers notre narration, et le problème c'est que le langage on peut pas le donner d'un coup, pas comme une image. Tu vois justement Valentin, c'est là que j'allais justement en venir à ça, c'est que moi j'ai pas du tout ressenti ce problème dans la fiction, parce que tout ce que j'ai décrit se laissait décrire en quasiment une phrase. À chaque fois, je l'ai pas laissé. Ouais, tout à fait. Bien sûr, mais t'as court-circuité en fait le glade. Oui, mais du coup, tu vois, ça c'est un gameplay du coup qui t'a amené éventuellement à cette solution, qui est une solution possible. Parce que tu m'avais vu jouer, moi je suis passée en première, et moi j'ai été énormément en première, énormément interrompue. J'ai fait si je veux pas. Je crois que j'ai compté, j'ai été 5 fois interrompue. Sur un petit temps de parole, c'est quand même énorme. C'est pour ça que sur les premières scènes, et du coup ça fait dysfonctionner les premières scènes. Parce que après les premières scènes, vous avez pu, je pense, un peu. Mais attends, parce tant que ça. Il n'y a pas que toi à court-circuiter. Il y a l'ombre aussi. Oui. Mais elle n'est pas sur le même niveau. Elle n'est pas sur le même niveau, donc c'est pas le même problème. Mais quand même, tu vois, si tu veux décrire un truc classe et qu'à côté t'as le diablotin qui fait des bruits de paix, qui fait des proutes, c'est arrivé ce soir. Oui, mais ça, c'est un problème aussi, mais c'est pas du tout le même problème, tu vois. Non, mais je suis d'accord, mais oui, non, c'est pas le même problème. Je suis d'accord, mais ça fait deux raisons. Ça fait deux bonnes raisons de faire des scènes éclairs, d'aller vite au fait.
d'aller droit au fait. Si en fait, ce système de place conversationnelle structure un gameplay, si vous me suivez, dont une réponse possible est de faire un énoncé extrêmement rapide. Ouais. Une autre réponse possible, c'est d'accepter ça, de le prendre en compte, mais donc on est dans un malaise où on ne sait jamais si on va arriver à... Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Il y a une autre méthode, moi, que j'ai utilisée en ma deuxième intervention. Je me suis dit, comme tu m'avais interrompu quand j'écrivais des trucs seule, j'allais m'arranger pour rentrer en gameplay avec toi. Donc je me suis arrangée c'est super intéressant. Pour entrer en discussion avec toi, en fait. Moi, je pense que... parce que je me suis dit, j'avais mis personne, donc du coup, dans la première... Comment donc, tu l'as structuré, en fait? En fait, j'ai dit, bon, il y aura... je me rappelle plus son nom. Amalthée. Non, Amalthée. En gros, tu as choisi les personnages. J'ai dit, il y aura Amalthée, je vais la voir dans son boudoir, et j'ai parlé à Amalthée, et c'était une question ouverte. Comme ça, du coup, j'étais sûre que tu étais obligé de me répondre. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que la structure même des places conversationnelles nous a amené spontanément à essayer de trouver des réponses qui sont constituées en fait par les règles, tu vois. Et en fait, du coup, on commence par un système qui en fait dysfonctionne et les joueurs se mettent dans des places, tu vois, qui leur permettent de jouer. Et d'ailleurs, tous les trois choisi des stratégies très différentes. Et d'ailleurs, du coup, parce que moi j'ai fait ça à chaque fois, j'ai fait pareil avec Alcide, etc. Après, ça marche très très bien parce qu'en plus, tu n'es pas stressé par qu'est-ce qui va se passer par le renoncement, etc. Et d'ailleurs, tu n'as même pas eu besoin de me dire à quoi renonces-tu. Quand j'étais sortie. Là, du coup, j'ai dit je renonce à, et là, le rituel s'est mis en place tout seul. C'était un échange de questions, c'est ça, ou de où en fait, je te posais des questions. En fait. C'était un dialogue. On a dialogué tous les deux, et du coup, à aucun moment tu m'as coupé la parole vu qu'on était en train de dialoguer. Oui, parce que le dialogue, il y a des règles, qui étaient tacites, mais qu'on connaît, mais parce qu'on sait dialoguer dans la vraie vie, et que du coup, on utilise ce système implicite de règles, bien sûr, pour répondre à ce problème. Parce que du coup, j'ai même pas décrit, j'ai juste dit qu'on se retrouvait en fait dans le boudoir, et dès qu'on est rentré dedans, j'ai pas du coup décrit le boudoir, j'ai dit. Alors Amalthée, je sais plus ce que j'ai posé comme question, mais j'ai directement passé en mode dialogue, quoi. Excellent. Ouais, d'accord. Donc là, tu vois, c'est à toi de choisir, Broussaille, le mode de conversation que tu veux encourager. Ou alors, est-ce que justement, cette contorsion du joueur et ce côté... peut-être que ça te plaît, en fait, ça. Alors, le côté le verre qui se tortille il a dit que c'était pas un souhait. Alors, ce qui me plaît bien dans la version de Flavie, c'est la conversation avec la mort. Voilà. Le côté, tu négocies avec la mort quelque chose. Parce que ça, évidemment, ça rentre en résonance avec plusieurs éléments du jeu. Puis en l'obligeant à jouer la vie, il y a quelque chose de rigolo, en fait. Est-ce que ça t'arrive souvent qu'un joueur décide de ne pas te donner la pièce ? Je crois que ça n'a pas dû t'arriver beaucoup. Alors, en fait, vous le voyez, vous avez joué 9 scènes alors que vous avez 9 pièces de monnaie. Ouais. En fait, justement, alors, tu as 2 possibilités de terminer une scène. Soit tu échoues ta scène, et c'est une scène qui, entre guillemets, au niveau ludique, ne te récompense pas, n'aboutit à rien. C'est une scène que tu joues, à la limite, tu peux jouer ces petites scènes, mais ce sera des scènes pour le plaisir, des scènes plus d'ambiance, parce que de toute manière, tu essayes quelque chose. Et là, en fait, ta scène, si tu l'as réussi, entre guillemets, si tu réussis l'objectif de ta scène, tu es obligé, par contre, de renoncer à quelque chose. Mais ce qui est, alors je dirais peut-être en termes de gameplay plus satisfaisant. Parce que là, typiquement, j'ai observé, vous n'avez pas fait des scènes pour rien. En fait, vous auriez pu vous dire à un moment, oh bah tiens, je vais faire une scène pour rien, je vais essayer de faire un truc qui va pas marcher, et je donnerai pas ma pièce de monnaie, en fait. D'accord. Mais vous auriez pu vous le dire, sans que moi je puisse intervenir, tu vois. Donc, c'est pour moi ces scènes. Alors, pour moi, c'était important de laisser ces scènes qui pourraient être des scènes d'introspection ou qui pourraient être des scènes d'enquête, tout simplement. Voilà, d'enquête, mais qui aboutissent en fait sur une frustration, sur un échec. Alors moi, je vais t'avouer que comme du coup, je t'avais vu beaucoup être à l'affût du « tu renonces du coup ou pas ?» J'étais persuadée en fait qu'il fallait finir chaque scène comme ça. Donc, je t'encourage du coup à ne pas être dans les premiers tours de jeu, et notamment le premier,
entre guillemets, être à l'affût du coup, tu donnes ta pièce ou pas, ne pas poser cette question-là, en fait. Attendre que la personne prenne la pièce, parce que souvent, quand on prend la pièce, tu dis non, dis la phrase d'abord. Mais en fait, laisse la personne prendre la pièce. Ce sera ça, en fait, ton indice. Et là, tu pourras dire, répète la phrase rituelle, tu vois, un truc comme ça, avec une grosse voix de mort, comme tu peux très bien les faire. Et ce sera, je pense, un indice pour montrer qu'on peut faire autrement, quoi. Et si ça finit sans pièce, eh bien, peut-être faire une phrase rituelle qui dise que la personne a réussi à trouver ou à échouer dans cette scène, je ne sais pas. Un truc qui annonce la fin de la scène, vu que tu ritualises tout. Un truc que j'ai ressenti par rapport à l'attache de mon personnage et toujours dans la dimension plaidée pour le personnage, c'est que je trouve que plus on renonce à des choses, plus le personnage se désincarne. Et d'ailleurs, même dans la fiction, les personnages se désincarnaient. Et ça peut être un peu difficile à la fin de concevoir ce qu'on peut perdre quand on a déjà tout perdu. Alors, tu vois. ce qui est intéressant, c'est de voir à quoi vous avez renoncé. Et puis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment dans le jeu. D'accord. Puisque en plus, moi, C'est un j'ai pas du dialogue. tout ressenti ce que tu as ressenti, Voilà, du coup. parce qu'en fait, tu as 3 pièces de monnaie, tu as choisi de renoncer à 3 choses. Et alors, ce qui est marrant, c'est dans l'ordre à quoi tu as renoncé. Voilà, mais ça, c'était mon plan de jeu, vraiment. Ouais, mais c'est marrant parce que dans l'ordre, tu as renoncé à ton corps. Ouais. Ensuite, tu as renoncé à ton Esprit. esprit. Et Ouais. enfin, tu as renoncé à ton âme. Exactement. Mais c'est marrant parce que tu as repris les thèmes 3, autour voilà. du jeu. Exactement. Alors que les autres ont pris des thématiques et... Attention à ton micro. Pardon. Ont pris des thématiques différentes En puisqu'au lien final, avec ce qu'il représentait. Valentin a notamment choisi de renoncer à renoncer. Ce qui est un peu une façon de chanter le jeu. Et je vous l'ai dit, on peut aussi renoncer à rien. Alors moi, il y a un moment donné où j'ai hésité à faire une action pour lutter contre l'ombre de Flavie. C'est-à-dire à aller concrètement faire une action en tant que joueur dont l'enjeu aurait été la destruction de l'ombre qui hantait. Ça veut dire que j'ai vraiment bien fait mon... Non, c'est l'inverse Non. justement. Ah, C'est d'accord. qu'en fait, je pense que ton personnage, entre le mien et celui de Valentin, était le plus à même de réussir la mission qui était de sauver le monde. D'accord ? Et je me suis dit, est-ce que finalement, la dernière action que je pourrais faire de bien pour ce royaume, ce serait pas d'aller éclater Valentin quand il est ton ombre, de façon à te laisser en fait libre cours à la lumière. Mais alors là, on rentre dans un autre chapitre de mon histoire mentale avec ce jeu. C'est que j'ai réfléchi à ce jeu en termes de méta quasiment constamment dans cette partie. Si tu réfléchis bien, dès que je suis Tu trouves rentré... ça bien ou pas? Je te dirai après. Et là, tu me C'est-à-dire- tortures. Non, mais là, c'est ça, exactement. Mais attendez, chacun son tour. Et donc, du coup... C'est rigolo parce que moi, je l'ai quasiment pas fait Si tu du regardes tout, bien, en fait. Mon plan de jeu, c'est un plan méta, puisque je vais me débarrasser de mon corps, mon esprit, tu l'as très bien souligné, Broussaille. Après, l'histoire des pièces et tout, la façon dont j'utilise les pièces, donc je me tortille pour éviter les contraintes du dispositif, pareil. Enfin, là, après, j'ai voulu carrément m'attaquer au système. Mais j'étais un peu dégoûté parce que le moment où je me dis, à mon tour, je le fais, Valentin venait juste de renoncer au renoncement et donc, en gros, de faire un move qui était pareil que le mien. Et je me suis dit, je vais pas faire... sinon, on va croire que j'imite Valentin. Moi, Alors que, moi. non, je suis pas... Non, j'imiterai pas Valentin. Hein. D'ailleurs, Flavie, à ce moment-là, t'as dit, oh, je sais à quoi tu vas renoncer. Et moi, j'étais pas du tout dans le Ouais. méta comme vous. Moi, je pensais que t'allais renoncer à Maltais et que t'allais la tuer, en fait. J'y ai pensé aussi, en fait. Parce que c'était ton amour depuis le début, en Ouais, fait. mais, J'étais certain. genre- C'est pour ça que je t'ai dit au départ. moi je t'ai aussi, dit, hein. Tu l'as. En plus, en tant qu'ombre, j'étais là. Mais elle est morte déjà, tu l'as tuée et tout. Je Et t'encourage. c'est marrant, tu nous as tous surpris, vachement sur le... Non, je la tue pas et tout. Mais c'est-à-dire, mon personnage n'avait plus de sentiments, donc quel intérêt, tu vois? Pourquoi faire, tu vois? Renoncer au renoncement. Quand t'as dit ça, j'étais là, oh, bah non, je pensais, non. Mais tu vois, il y a J'avais pas du tout compris. une question que j'ai envie de te poser, Justine, aussi, c'est quand on renonce, jusqu'où est-ce qu'à un moment donné, on ne devient pas monstrueux? Tu vois, quand t'as renoncé à la vie de tes enfants, je veux dire, est-ce que c'est encore jouable un personnage Mais qui a bon, renoncé à c'était la vie mon de ses dernier enfants, move et quoi. j'en meurs. Au moment où je renonce à la vie de mon Oui, parce que de oui, mon c'est vrai, enfant, quand j'en meurs. on, quand on renonce il y pour la avait une troisième fois, on gradation. meurt, en fait. Alors, je suis d'accord avec toi, Flavie, pour toi, il y avait une gradation, mais moi, je commence d'abord par 1, me suicider, 2, sacrifier mon esprit, qui, je le rappelle, est ma force principale. C'est-à-dire, le type, il est vraiment ultra sadomaso, quoi. Il se débarrasse, enfin, il est vraiment, il veut se faire du question, mal. t'es quoi. pas obligé de me répondre tout de suite. Est-ce que t'as pensé au Val quand t'as joué? Ah, mais complètement. Bah, d'accord. Mais ça fait partie de ma C'est conclusion. c'est réussi alors. Alors, regarde, comment t'essayes de me cuisiner. Non, mais regardez-moi là. Tu me connais. Oui, je vois ça, ouais.
D'ailleurs, en parlant justement d'attache... Comment ne pas penser au Val. Le Val s'inspire de Ben Lehman et ton jeu s'inspire clairement de Polaris. Oui, c'est vrai on a des airs de famille, des lointains cousins. C'est une sorte de Polaris Universe étendu avec de la fanfic. En termes d'attache, j'ai l'impression qu'en fait, on construit une situation afin d'obtenir un objectif et il faut renoncer à quelque chose, mais on ne crée pas de nouvelles attaches. Est-ce que ça, c'est logique, normal, souhaité ? Dans le jeu, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun élément qui nous permet de créer de nouvelles choses à sacrifier potentiellement plus tard. Eh bah oui, parce que tu es une personne âgée. Ok, d'accord, donc c'est vous. Donc, quand tu es une personne âgée, t'as plus rien en fait. Enfin, ok, donc c'était. T'es dans une situation un peu de désespoir, t'as plus rien à espérer. Alors, donc, oui, c'est vrai, mais tu peux quand même aller chercher dans ton passé. Donc tu peux crafter ton passé dans ce jeu. Donc, oui. C'est pas parce que t'es une personne âgée que tu peux pas te créer de nouveaux trucs. Parce qu'en tant que joueur, quelque chose de nouveau quand t'es une personne âgée, c'est aller chercher dans le passé quelque chose de nouveau. Après, je vous cache pas que c'est une technique que je maîtrise pas complètement et que je pique honteusement à Thomas Munier. Laquelle de technique tu veux dire ? Cette technique en fait de l'attrition, de forcer les autres de s'arracher des choses ou de s'arracher les choses auxquelles ils tiennent en fait. Okay. Mais c'est pas une technique que je maîtrise totalement, donc. Après, c'est forcer aussi à demander aux choses. Alors, c'est interroger aussi le personnage, mais c'est interroger aussi le joueur sur ses vraies valeurs. Enfin. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, est-ce que l'idée d'arriver à une situation où on a du mal à savoir quoi sacrifier est quelque chose qui t'intéresse pour ce jeu vraiment ? Ben oui, parce que en fait, je me dis, alors, je me trompe peut-être, mais je me dis que dans ces moments-là, soit tu réagis de manière complètement ludique en disant, bah voilà, tu vois, par exemple. Au moment où le personnage de Flavie, Actéon, a choisi de sacrifier son agilité, elle faisait, je pense, un choix ludique, mais qui se comportait dans le jeu, parce que elle qui était une danseuse, elle acceptait de devenir une personne paraplégique ou hémiplégique. Qui n'arrivait plus qui avait énormément de mal à se mouvoir, en fait, que le temps a rattrapé. Donc c'était à la fois un choix qui était ludique, parce que c'était quand même sa composante, mais qui aussi s'expliquait dans la fiction. Okay. Après, est-ce que ça oblige pas, parce que t'es en impro, est-ce que ça oblige pas, alors c'est un peu moi, mais à chercher quelque chose qui... En fait, quand tu sais pas quoi répondre, tu réponds à ce qui te vient immédiatement à l'esprit. Et donc, j'ai l'impression que ça peut vider de sens le choix de ce à quoi tu renonces. Genre, oui, bah du coup, je vais renoncer à ça. Et... Alors, il faut que ce soit un choix important. Oui, mais c'est parfois difficile à trouver en fait. Si jamais t'as pas des choses différentes, c'est-à-dire au moins 3 choses qui sont importantes pour ton personnage, et ben en fait, tu peux pas aller au bout du cycle du renoncement, tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'était une possibilité que j'avais, c'est-à-dire de définir au début du jeu 3 choses auxquelles tu tiens. Mais le souci, c'est qu'il y a un problème avec cette technique-là, c'est que comme on est au début, tu connais pas bien ton personnage, tu connais pas les autres, tu risques en fait de définir des choses auxquelles tu tiens pas vraiment. Oui, et puis moi je l'ai vécu dans le jeu de Christophe Buckley. Innommable, où on définissait des trucs qu'on allait pouvoir biffer après. Christophe Buckley Guillaume et un jeu de Sylvie Guillaume Buckley aussi, puisque elle a participé pendant la production du jeu. Et en fait, tu les définissais au début du jeu et tu les biffais au fur et à mesure quand on s'est fait gronder parce qu'on le disait pas. Donc et en fait, moi j'avais l'impression de devenir un monstre et en plus mon plan de jeu était fait quoi. Ouais. Et ça me poussait vraiment à devenir monstrueuse quand je le faisais, alors que le découvrir au fur et à mesure, là, dans cette partie-là, parce que d'habitude, c'est un truc que je ne supporte pas quand on m'oblige à renoncer des trucs. Enfin, je trouve que c'est un truc qui est souvent vide de sens, quoi. Et là, par contre, du coup, comme je le découvrais au fur et à mesure et que je pouvais le jouer, en fait, j'ai trouvé ça beaucoup plus humanisant. Ça m'a poussé à pas devenir un monstre. Et alors, je vais te poser une question là, qui m'intéresse moi, c'est qu'à la fin, tu choisis de sacrifier ton enfant. Est-ce que c'était... Alors, c'est ludique parce que ça te permet de gagner, mais c'est aussi quelque chose qui... C'était pas ludique, moi j'ai pas du tout joué ludique dans cette partie. Je peux avoir cette double interprétation. Est-ce que c'est Alors, ma question c'est, est-ce que tu avais envisagé que ça, au départ, que c'était des choses que tu pouvais sacrifier ? Bah non. Est-ce que si je t'avais dit au début de la partie... parmi les choses, est-ce que tu aurais mis ton enfant en fait ?
En fait, le fait que c'est venu tout seul, ça a popé, parce qu'à la base, en fait, comme je l'ai dit, j'avais en tête mon éclipsiste d'Agone. J'avais pas du tout en tête le fait que j'avais que je voulais éviter une. Parce que là, c'est un sacrifice, un renoncement qui a. Je pense que je dis pas que c'est un des plus forts de la partie, mais en fait, c'est qu'il y a le plus. En lien avec le corps, lien avec le corps, qu'y a-t-il de plus fort pour un corps que de mettre au monde un autre corps? Et de renoncer à ce corps. Pour qu'un autre enfant, corps puisse vivre et permette à tous les autres corps de vivre. Pour moi, c'était le truc le plus ultime que le corps pouvait faire. Et puis ça tombait bien, quoi. Ouais. Oui, mais si tu l'avais préparé à l'avance. J'ai pas du tout préparé à l'avance. Et Rome sait très bien qu'en plus, c'est généralement une thématique avec laquelle c'est très compliqué. On joue pas avec ça. Voilà, et là, en fait, le fait de mourir au moment où ça me paraissait correct. Valentin. En fait, il y a Thomas Munier qui, donc, tu parles de lui, théorise un type de jeu, plusieurs types de jeux, des atomes de jeu. Bon, ça reprend plus ou moins la théorie GNS. L'idée, c'est le jeu moral, où il dit ce qui est intéressant, c'est justement de se positionner pour savoir qu'est-ce qu'on va choisir de sacrifier ou pas. Bon, il y a plein de variantes, il en parle beaucoup dans divers podcasts. Et il y a une technique, mais que je reprends aussi de Vivien, pour potentialiser le jeu moral. C'est pas de faire une liste de trucs qui sont importants pour toi, parce que ça, c'est assez artificiel en fait. C'est assez vide de sens, comme tu le disais. Donc tu fais, oui, j'ai ma liste de trucs qui sont importants pour moi. Qui est-ce que je biffe en premier ? Voilà, bon. Tandis que quand tu dois effectivement choisir spontanément, en contexte en fait, c'est ça qui manque, c'est vraiment le contexte, ça a beaucoup plus de sens. Et une technique qu'on utilise pas mal, je dis on parce que je suis aussi un gros pratiquant de ce type de jeu, c'est de jouer en fait. C'est-à-dire, par exemple, de faire des scènes dans lesquelles il n'y a pas en fait de sacrifice, où il n'y a pas de choses que tu mets en balance, juste tu joues. Donc en fait, tu charges de sens la fiction, mais simplement tu joues. Et après, un peu plus tard, tu vas jouer afin de effectivement résoudre quelque chose. Et là, on va te demander de sacrifier quelque chose. Mais tu es chargé en fait d'un contenu. Tu as donné du sens à ton personnage, à ses interactions, à plein de choses. Et là, vraiment, donc par exemple, un jeu qui fait ça, et même dans son historique, s'est mis à faire ça. Je crois que c'est les cordes sensibles de Frédéric Sintès, dans lequel je crois qu'il y avait tout le temps conflit, c'est-à-dire on arrive et on doit mettre en balance des choses, puis on arrive et on doit remettre en balance des choses, et il s'est rendu compte que c'était assez peu fonctionnel, que ça grinçait, et il s'est mis à faire des scènes de conflit, puis des scènes qu'il a appelées d'exploration, alors je ne me rappelle plus quels sont les termes exacts, puis des scènes de conflit, et là ça s'est mis à être beaucoup plus fluide en fait. C'est-à-dire que les choses qu'on devait sacrifier, ou en tout cas les conflits, étaient beaucoup plus chargés de sens, parce qu'entre chaque scène où on questionnait nos valeurs et nos enjeux, on faisait des scènes où on reconstruisait nos enjeux. C'est le temps qui rend ta rose importante, voilà. Petit Prince. Disait Maxime Victor au sujet de... Ah non, ça c'est à Fabien. Je crois que c'est Maxime Victor qui disait l'attachement ou la relation, c'est temps plus interaction, quoi. C'est-à-dire, il faut du temps pour qu'il y ait de l'attachement. Trouver des formules physiques, le prof de physique va te trouver des formules physiques. Je suis pas du tout sûr de la formule, à mon avis, c'est pas homogène en termes d'unité, mais c'était l'idée. Donc là, je sais pas à quel point ça pourrait t'aider ou pas. Un truc possible qui changerait pas beaucoup de la structure du jeu, ce serait de faire une scène, un tour de piste, quoi. C'est ce que je pense, un tour de chauffe, en fait. Scène de la vie quotidienne. Scène de la vie quotidienne. En plus, il n'y a pas forcément de la vie quotidienne, cette vie. Oui. Là, et c'est ce qu'elle est. Mais en tout cas, vraiment, ça nous permettrait, je pense, de déjà se placer notre personnage, s'y être bien, on pourrait dire. Et parce qu'au final, c'est plus ou moins ce que j'ai fait quand j'ai fait ma première scène, au final. J'y pense à la même chose en même temps. Et du coup, c'est aussi pour ça que par rapport aux autres, j'ai fait une gradation différente. Parce que j'avais déjà une première scène donc, dans laquelle j'ai fait une scène de vie quotidienne avec mes petites fées, tout ça. Donc, ça m'a permis de poser mon perso et de réfléchir à ce qui pouvait être important pour cette personne. Moi, j'ai une petite réflexion d'ordre fictionnel à faire sur le contenu, sur la nature du contenu fictionnel. C'est que vieillir, c'est perdre des choses à petit feu, progressivement, et sans nécessairement s'en rendre compte. Or, dans ton jeu, la vieillesse arrive en une nuit. C'est d'un coup, on perd 3 trucs, j'ai l'impression qu'on vieillit d'un seul coup. Regarde le personnage de Flavie, franchement, elle arrive, c'est une danseuse, bam, elle perd les jambes. 2 heures après, elle va voir ça, et bam, elle perd ses cheveux. Après, tu vois, j'ai l'impression que la vieillesse les cheveux arrive. en premier. Oui, mais parce que j'avais théorisé le truc comme quoi elle
comme elle avait dansé toute sa vie, etc., elle avait quand même conservé un peu de son corps et de son agilité. Alors voilà, moi j'ai jugé que c'était que les 3 coups de minuit, c'était en fait une vision symbolique de la vieillesse que tu avais vécue durant toute ta vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que ça t'arrivait pas d'un coup ce soir, mais c'est que ça avait été progressif, mais c'est que ce soir tu t'en rendais compte. Toi, t'as commencé par mourir. C'était la première étape de la vieillesse, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu vois, moi j'étais vraiment très. Alors, extrême. ça c'est une réflexion aussi. Je suis mort à l'envers, j'ai vieilli à l'envers, moi. En fait. C'est une réflexion aussi qui me vient. Enfin, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est une réflexion aussi qui me vient avec l'âge, parce que je commence à vieillir aussi moi-même et expérimenter la vieillesse. Et en fait, oui, il y a des choses auxquelles tu as renoncé. Mais en fait, il y a une différence entre les choses que tu as renoncé et le moment où tu réalises que tu y as renoncé. Voilà, c'est ça, exactement. Et il y a un moment où, quand tu vieillis, tu te dis « Merde, ça c'était important, une période de ma vie. » J'aurais voulu être un artiste, mais bien sûr. Non, mais... Oui, non, mais... Et tu te dis, à un moment, il y a ce glas qui sonne, de dire « En fait, ça, j'y ai renoncé. » Tu sais, cette façon un peu de dire « Ça me tombe dessus. » Et je suis obligé de me rendre à l'évidence. Quand tu écoutes, je me souviens comme ça qu'il y avait un journal qui avait publié un ensemble de questions qui étaient posées à des gens qui étaient sur leur lit de mort, sur justement qu'est-ce qu'ils regrettaient. Je ne sais plus exactement. Je ne me souviens plus de cette étude, mais c'était incroyable, quoi. Il y avait des trucs. Il y a cette préoccupation, en fait, voilà, très personnelle de dire. J'aurais dû épouser une autre femme. Enfin, des trucs. Ouais. Des trucs. Oui, non, mais c'est quoi. des. De quoi ? Excuse-moi, Valentin, qu'est-ce que tu as dit ? Alors, ça me fascine. C'est, est-ce que c'est un journal ? Est-ce que c'est une étude ethnographique ou quelque chose comme ça ? Je ne sais plus où j'avais vu ça. Je sais que c'était un article de presse qui étudiait les 10 regrets les plus exprimés sur son lit de mort. Ah oui, et donc il y avait un échantillon statistique de personnes à qui on demande qu'est-ce que vous regrettez le plus, et donc il y avait les 10 réponses qui arrivaient les plus en tête. Ok, d'accord, ok. Et c'est un truc du genre, parmi elles, il y avait « j'ai trop laissé les autres diriger ma vie ». J'aurais voulu être un artiste, je crois qu'elle figurait quasiment texto. Je me souviens plus exactement, voilà. Oui. Voilà, pour moi, le renoncement, c'est ce moment. En fait, t'as déjà renoncé avant, mais tu dis plus tard, je ferai ça quand j'aurai du temps, quand je serai à la retraite, je ferai ça. Le jour de la mort, en fait, ce que je voulais dire, bien avant. c'est le jour. non, mais là, en l'occurrence, c'est le jour de la mort dans ton. Oui. Tu vois. Donc, le jour de la mort, c'est là qu'on réalise les coups qu'on s'est pris, quoi, ce qu'on a sacrifié par le passé. Donc là, ce que tu me dis m'évoque un autre truc. Je peux peut-être juste changer de registre. C'est vous avez tous joué à Agone ici, sauf moi, c'est ça ? Et bien en fait, j'ai l'impression que ça a aussi. Alors c'est plus plus le roman que. Alors mais moi, je pense que le roman, ou en tout cas, vous êtes dans l'univers symbolique d'Agone. Alors oui, mais non, parce que c'est uniquement, je vais avouer quelque chose, un secret honteux. C'est uniquement quand il a fait la préparation du podcast que j'ai réalisé que les termes techniques qu'il avait employés étaient ceux d'Agone. C'est-à-dire que j'ai pas du tout joué pendant la partie, je n'ai jamais songé. Je suis passé complètement à côté des références à Agone. Parce que t'es le seul, quand j'ai présenté le jeu, je pense Attention à ton micro. Ouais. T'étais le seul qui était absent était absent, et c'est vrai que j'ai dit c'est une relecture personnelle des romans de Mathieu Gabory. Complètement à côté. Et quand t'as dit c'était Agone, j'ai fait mais oui, putain, mais je suis trop con. La flamme. Il y a un truc par contre qui m'interroge. J'ai même pas vu, en fait, le truc. C'est la question de la nuit éternelle et des conséquences futures. Tu nous dis, il y a la nuit éternelle qui arrive, vous savez pas trop ce que c'est. Et en fait, moi, en fait, le fait de me battre pour des choses avait un sens peut-être très différent de vous, je ne sais pas. Parce que la nuit éternelle, pour moi, j'ai cru comprendre, mais peut-être je me suis trompé, que c'était la fin du monde, quelque part. Moi aussi. C'est comme ça que j'ai compris. Alors voilà, donc se battre pour qu'un roi aille sur un trône, comme c'était un peu le cas de Flavie, en fait, pour moi, ça avait assez peu de sens. En fait, c'est pas pour ça que je me suis battue. Je me suis battue pour moi, Alcide, parce qu'en fait, c'est quand même un peu différent d'Agone. Sur tout ce qui est corruption, ça. C'est une lecture et donc personnelle, pour moi, Alcide, le fils du roi, en fait, je voulais en faire la nouvelle flamme. Je voulais en faire le nouvel être non corrompu. Mais à quoi bon, quelque part ? C'est ça ma question, si tu veux, à un moment donné. C'est symbolique. Tu résous avant de mourir, tu fais la paix avec toi-même. En fait, pour moi, tous ces personnages sont des allégories. Ça me permettait de léguer mon corps. Ton subconscient. Léguer mon corps, et puis surtout léguer un corps à mes petits-enfants. Ouais. Tu vois, parce que j'ai un fils, mais qui est certainement âgé.
que je vais détruire, mais j'offre un futur à mes petits enfants en fait. Alors, le truc de faire des sacrifices symboliques, je l'entends du coup. Mais en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que j'étais pas sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde au début. Oui, alors, j'ai pas été clair sur. Je sais pas si l'ambiguïté ce que j'appelle la nuit éternelle, c'est vraiment, en fait, c'est plutôt ta fin de vie, ce néant auquel tu retournes. Hein, pour citer Romaric, qui citait lui-même, tu es un oiseau qui traverse une salle de banquet et tu viens de l'obscurité, tu traverses une salle et tu retournes Et c'est vrai que, en fait, c'est pas la fin du monde, c'est la fin de ton monde, mais en même temps, est-ce que la fin de ton monde, c'est pas complètement aussi la fin du monde ? Donc c'est vrai que pour ça, il faut que je sois plus clair au niveau des termes que... Parce que moi, ça a conditionné toute ma partie, tu vois bien. D'accord, ouais. Pour moi, mais je me rends compte là maintenant, mais c'est du monde en fait. Ouais, en fait, c'est le néant auquel tu retournes en fait. Alors il y a un truc, c'est que je sais pas si toi qui es un gamer, Valentin, t'as déjà joué à Majora's Mask ? Oui. Et ce jeu parle complètement de ça. Est-ce que tu as fait la quête des mariés dans Majora's Mask ? Non. À la fin, en fait, si tu veux réussir la quête des mariés, oui, spoil, mais enfin bon, c'est quand même un jeu qui date. Attends, Nintendo 64. Attends, avec le rétro gaming, tu sais, tout revient à la mode. Ok, bon, d'accord. Enfin oui. Alors spoiler alerte. Il y a une quête dans le jeu qu'on ne peut réaliser qu'en acceptant la fin du monde. C'est la quête des mariés. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux l'accepter, tu dois aller jusqu'au bout tu dois accepter le game over quelque part parce qu'ils vont se marier au moment où la lune va s'écraser sur le monde. Qu'est-ce qu'il est affreux ce jeu. Et donc, du coup, cette scène... Qu'est-ce qu'il est affreux ce jeu. Pour beaucoup de gamers, cette scène est la plus belle du jeu. Enfin, j'ai vraiment... Oui, largement. Voilà, je pense qu'on est assez tous d'accord sur ce point. C'est quand on l'a fait... Quand on l'a fait, on comprend. Et en fait, cet instant a d'autant plus d'importance qu'il a lieu à la fin du monde. Et la nuit éternelle, finalement, peu importe ce qui arrive après... ces gens savent qu'ils vont mourir au moment où ils se marient, mais c'est important pour eux de choisir de finir ainsi. Et en fait, voilà. Donc peu importe ce que c'est la fin éternelle, tu vois, quelque part. Ce qui compte, c'est que nos trois personnages choisissent comment ils ont envie de passer leur dernière nuit. C'est ça Alors, moi, je suis d'accord avec toi. C'est juste qu'au niveau purement j'avais l'impression de ne pas jouer au même jeu que vous. Il y avait le truc de attends, mais est-ce que là, je suis pas en train de faire des trucs qui plombe un peu où on n'est pas du tout sur le même registre. Moi, j'ai pas trouvé qu'on jouait dans Agone. Oui, mais lui, il a eu la sensation. En fait, c'est toi qui as projeté ça, ce que tu dis. Eux, ils connaissent Agone, ils savent ce que c'est. La nuit éternelle, enfin, il y a une sorte d'implicite que j'ai pas, tu vois, un truc. T'étais dans ton monde. Ok, oui, donc alors voilà, c'est vraiment une logique. Bon, voilà, il y a une histoire, il y a mon histoire de la partie avec mon incompréhension et mes hypothèses au sujet de mon incompréhension. Mais c'est intéressant. Donc j'ai fait une hypothèse pour expliquer ça, c'était que vous connaissiez Agone et que moi non, et que peut-être ça. Mais donc voilà, donc moi du coup je me suis dit attends, mais du coup si je sais pas bien ce que c'est, si c'est bien la fin du monde ou pas, ça a des conséquences quoi, parce que tu peux faire des choix, ça dépend de ta vision de la vie et de la mort. Ça dépend de la vision de la vie et de la mort. Donc du coup pour certains joueurs, ça peut avoir des conséquences. Je pense qu'il faudrait à ce moment-là que je sois plus clair, parce que j'avais pensé au départ la nuit éternelle, le néant, le vide, mais c'est donner des réponses, et je pense que ce que je devrais plus ouverte, c'est ce qui vous attend à la fin, c'est la mort. Donc la mort, ça permet d'être interprété soit comme le vide, soit pour certains comme le paradis ou comme l'enfer, mais je pense que être plus prosaïque, ça permet après aux gens d'y mettre... En fait, moi, c'est simplement, est-ce que le monde où nous-mêmes allons vers notre fin ? Moi, j'aime bien l'ambiance de fin du monde dans les jeux de rôle. Ouais. Moi, j'ai bien aimé la nuit éternelle. Tu vois, regarde, ça me fait penser à Donnie Darko aussi. Ouais. Dans lequel le lapin vient le voir et lui dit la fin du monde est dans... Et en fait, il parle pas de la fin du monde, il parle de la fin de sa propre vie. Monde. Ouais. Et donc, en fait, rester dans monde l'ambiguïté, moi, je trouve que c'est intéressant. Ouais, note, mais en tout cas, je te rapporte ça. Pour mais c'est, je l'ai compris. En plus, il y a une ambiguïté parce qu'il y a les armées du jour et les armées de la nuit. Ouais. Et puis, il y a la nuit éternelle. Et j'ai vu qu'à un moment, vous avez confondu en fait la nuit et la nuit éternelle. Donc, c'est vrai c'est pas cool d'avoir deux mots qui sont tellement proches que tu te demandes qu'il y a une confusion. Yes. Un dernier élément, peut-être, c'est le passeur. Au départ, tu nous l'as présenté comme un personnage qui faisait partie de la fiction.
en fait. C'était ce va-nu-pied qui est là. On parle au roi et à la reine et il y a dans un coin de la pièce quelqu'un en haillon qui nous exprime des choses et tout ça. Ça m'a fait beaucoup penser au personnage de l'accordéoniste dans Lady Oscar, qui est un personnage en fait dans cette série qui est en fait un espèce de narrateur caché qui raconte une partie de l'histoire dans un coin de ruelle et les héros lui passent à côté. C'est un personnage que je retrouve pas beaucoup dans la littérature royale. J'ai vu ça que dans Lady Oscar, cette espèce de narrateur. Alors tu le trouves dans plein de choses que j'aime. Voilà. Et c'est dans l'Antiquité, il y a ce genre de personnage. Même dans des films plus récents. Tu peux en citer je vais te dire un truc. En plus, là, c'est un souvenir d'enfant. J'ai honte de citer des trucs comme ça parce qu'après on va me dire, ouais, t'es littéraire. Mais tes citations, c'est quoi? Postmoderne, t'inquiète pas. C'est le dessin animé Le Sourire du Dragon. Je connais pas. Qui raconte une partie de Donjons et Dragons. Ça existe? Oui, c'est un dessin animé. Et on l'a jamais vu. Avec une musique de Dorothée et tout, où des jeunes se retrouvent projetés dans un monde imaginaire. What? Un monde. Attends, non, arrête. Tu connais pas? Non. Ah bah non. alors. Non, mais il faut que vous voyez. Un truc du Club Dorothée qui parle de jeux de rôle et de Donjons et Dragons que je connais pas. Attendez, alors il faut vraiment que vous renseigniez après, que vous alliez voir au moins le premier épisode et au moins le générique quand même, qui est une chanson culte. Non mais tu nous fais marcher là, c'est ça. Non mais je vous fais passer. Je vous fais passer surtout pour des non-geeks, quoi. Vous n'avez pas cette référence geek absolue. Donc, Le Sourire du Dragon, on qui n'est est pas assez vieux, Romaric. Oui, bah, on vient de voyager dans le temps et l'espace. Il y a quelqu'un qui a pris de l'épice, qui a plié l'espace. Non, mais on pourra vous envoyer. Ils pourront vous envoyer dans les commentaires au moins le générique et au moins le premier épisode. Et en fait, ce sont des jeunes qui se retrouvent projetés dans un univers parallèle qui est Donjons et Dragons. Chacun se retrouve en plus. Et toi, tu connais ça? J'ai entendu parler. Ouais, et tu m'en as jamais parlé? Bah, je pensais que tu connaissais, voyons. C'est la licence. Alors, c'est la licence en plus Donjons et Dragons. C'est fait par la licence Donjons et Dragons. Donc, tu as un personnage qui est le paladin, un autre qui est. En gros, c'est un dessin animé américain avec le design dégueulasse américain et Dorothée qui transforme la. Et en fait. Sourire du dragon. Le maître de jeu. Tu as chanté Cat Size, mon chéri. Oui, non, mais j'imagine bien ce que ça peut donner un générique de Dorothée. Non, je vais pas vous chanter, je chante de façon abominable. Et en fait, le meneur de jeu, le maître de jeu est là. C'est un petit personnage qui apparaît pour leur donner les quêtes et qui ils disent mais on connaît pas cet élément de quête, et dès qu'ils détournent le regard, il a disparu de leur regard, quoi. Donc ok, d'accord. non mais si vous si vous connaissez pas Le Sourire du Dragon, alors après c'est pas un monument, hein. Je veux dire, vous allez voir les épisodes, il faut vraiment que vous vous disiez j'ai 10 ans quand je le regarde, hein, parce que t'inquiète, ça posera pas de problème. Ouais, non mais parce que si vous le regardez à côté, je ne connaissais pas Le Sourire du Dragon. Si vous le regardez avec votre si vous le regardez avec l'âge que vous avez actuellement, vous allez dire quoi? Déjà on dira oh la vache, l'animation pique. Mais c'est, alors pour moi, dans mon enfance, c'est la première occurrence, et c'est vrai qu'après j'y ai fait attention. Alors sinon vous avez dans les livres dont vous êtes le héros, si vous vous souvenez, une série qui se passe à la table ronde avec un Merlin, et où tu joues le personnage de Pipe, et Merlin en fait est dans le livre dont vous êtes le héros, et à la fois le narrateur, puisqu'il te raconte à tu ce qui se passe, et il est en même temps un des personnages de la fiction. D'accord, ok. C'est celui qui t'envoie en mission et quoi que ce soit. Est-ce que ça peut... Pardon. J'étais en train de me demander un truc. Donc tout à l'heure, tu as parlé du dialogue comme une manière possible de rendre le jeu fonctionnel. Flavie, merci. En termes de conversation. À quel point est-ce que le jeu pourrait être repensé comme un dialogue au passé entre le passeur et un personnage? C'est-à-dire, tu es devant le passeur et tu vas raconter la dernière nuit, tu vois. Et là, tu dis, j'étais devant machin, etc. Et là, le passeur peut dire, mais vu que c'est sur le registre de la conversation, en fait, là, on a les règles, tu vois, pour organiser les tours de parole et les séances, etc. Et ça peut être même le joueur qui pose des questions au passeur, ou le passeur qui pose des questions au joueur, ou même le passeur qui donne des précisions, etc., etc. Et vu que c'est au passé,
ça peut aussi tu vois, renforcer certains alors, aspects. ça me donne une idée supplémentaire, c'est comme tu es un vieux, tu te souviens plus trop, et ça permet au passeur de dire t'es sûr que ça s'est passé comme ça. Voilà, il peut y avoir des effets émergents aussi de la conversation. C'était pas plutôt. Ça donne plein de ressources en fait T'es sûr aux que ce joueurs. n'est pas toi qui l'ai tué voilà. et non Voilà. pas. Voilà, et c'est pas plutôt. T'es sûr que ça ressemblait à ça, cet endroit-là? Ça te permettrait peut-être aussi de réorienter. Et c'est des ressources en fait qui Justement, sont données aux passeurs et aux joueurs même pour faire du jeu et éventuellement. Après, il faut peut voir se passer comment plein de les choses. ombres et les flammes fonctionnent dans ce dispositif. Ouais, alors voilà, il y a ça, Ouais. il y a ça aussi. Ouais. Oui, non, Est-ce que ça c'est juste fonctionne des aussi idées. bien Oui, parce que Ne vous les inquiétez places, pas, en fait, j'écoute tu vos transformes les idées, places. après je donc, prendrai celles qui Ah bah, m'intéressent bien pas, sûr, je bien les sûr. fous à la poubelle sans Toujours, vergogne. Hein, j'ai le droit de vous. Enfin, je vous écoute. C'est quoi Et j'ai déjà le droit la de vous phrase ignorer. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça la phrase de Fabien. Il a une espèce de phrase rituelle comme ça. Ouais. Vous avez le droit de parler, j'ai le droit de ne pas vous écouter quand on fait des retours. Et c'est vrai. Donc voilà t'avais une suggestion pour conclure. Tu voulais dire quelque chose? On a parlé de ton petit pétage de plomb méta de fin. Et tu m'as pas dit aussi de ce que t'en pensais, donc pour conclure, faut que tu me dises ce que t'en penses. Le petit pétage méta de fleurs. Non mais franchement, Broussailles. Donc c'est un jeu qui s'inspire de Polaris de Ben Lehman, qui parle à Gone, qui met en place un dispositif dans le noir de ritualisation fort, donc un dispositif pressurisé, comme je disais tout à l'heure, dans lequel mon personnage est un espèce de chevalier zodiaque, et tu penses que j'ai pas aimé ta partie. Et en plus, non mais Tu me vraiment, l'as pas dit. Tu me l'as vraiment, pas non dit. mais vraiment. Alors, je veux dire, non, ce qui me faisait peur, c'est voilà. que c'est un jeu où on doit imaginer ce qui se passe. Et, voilà, alors et effectivement. et c'est pour ça que quand tu es venu à la table, Voilà. je me dis, tiens, alors, Donc, il y a je peut-être suis une en chance que demi-teinte. ça marche, Oui, non, mais il y a peut-être une Je chance t'explique. qu'ils disent, ah ouais, non, mais c'est Non, jeu mais où on effectivement, doit raconter. Et effectivement. ça, je te Il y l'ai a des trucs entendu qui au m'ont- micro de la cellule Alors, écoute. 1000 fois le dit. Il y a des trucs qui m'ont pas plu dans ce jeu. Il y a des trucs qui me plaisent pas dans ce jeu. Il y a des trucs qui me mettent mal à l'aise dans ce jeu. Mais c'est la dimension narrativiste du jeu. C'est-à-dire C'est un jeu narrativiste. toute la dimension, bah oui, puisque tu renonces, tu t'es inspiré toi-même de Thomas Munier et des jeux comment on dit Thomas déjà dans l'atomistique, c'est quoi bah là il y a des éléments de jeu moraux Oui, et on pourrait des dire que la éléments de jeu dynamique moraux, globale elle est plutôt Voilà. narrativiste, ça Voilà, dépend voilà. la focale je m'en ai qu'elle dit pas regarde. merci. dis Toujours donc. est-il que voilà, donc oui, bah évidemment. Donc du coup ça me plaît pas. Mais par contre il y a une énorme dimension sim aussi à jouer, à être un héros à la fin des temps. Il y a un Il y a côté une très couleur esthétique. très forte, il y a une Voilà. mystique très Donc forte. ça c'est ce qui me plaît, tu vois ce que je veux dire. Et Ouais. puis à l'inverse, la dimension art et tout qui me met mal à l'aise, qui me pousse à être un monstre, qui me sort un peu de la fiction et qui fait qu'à la fin je suis plus dans le méta, à discuter avec toi en riant pour décompresser, pour faire de l'humour, etc. Donc il y a les deux aspects. Après je sais que c'est Mais des alors, jeux. la question que j'ai, c'est est-ce que c'est vraiment du méta, puisqu'on est dans toujours ce mode de En fait, conversation bon, avec les gens qui interviennent. Donc, alors est-ce qu'on reste pas dans le jeu, dans la fiction, pour moi, dans le jeu? on est toujours à faire une partie de jeu de rôle. Mais vu le dispositif que tu mets en place, à partir du moment où on n'est pas dans la lourdeur et où il y a le Romaric qui se retourne vers toi en disant hey, oh, arrête de déconner, le passeur, j'estime qu'on sort un peu quand même du cadre attendu par le dispositif. Donc on fait toujours une partie de jeu de rôle, il n'y a pas de doute là-dessus, donc on sort pas de la partie, mais on sort quand même un petit peu des Oui, sentiers. et puis que au la niveau partie de nous l'ombre, du coup, comme tu sortais de la partie, je me suis permis d'en sortir aussi et de faire comme si l'ombre allait te poursuivre allait me jusque dans ta en vie. dehors de la partie, etc. Voilà, ouais. etc. Ouais. Et que Donc- j'allais t'enquiquiner jusque dans la barreau. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, du coup, là où je voulais en venir, c'est que, par contre, vu le dispositif que tu mets en place, le propos qui est le tien, je ne peux pas dire que c'est un jeu qui rate le coche. Je peux pas dire que c'est un jeu raté. Je peux pas dire éventuellement que c'est un jeu dont certains aspects ne me plaisent pas. Mais je vois bien. C'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde. Enfin, Voilà, mais je vois bien que les mécaniques sont cohérentes, que voilà. Donc mon idée c'est un bon jeu, mais il y a que 50% du jeu qui est pour moi, tu vois, quelque part. Ça serait ça ma C'est ce que conclusion. j'avais dit. Voilà, 50%, une tu chance le sur deux. savais, Quoi. voilà, tu le savais. Ouais. Tu savais ce qui allait me plaire et ce qui allait pas me plaire quelque Mm. part, tu vois. Et donc de ce côté-là, voilà. Après, avec les petits bémols, je trouve que les remarques de Valentin sur ce podcast ont été extrêmement pertinentes et je t'invite vraiment vivement à réfléchir à tout ce qu'il a noté là pour affiner effectivement cette histoire de place. Moi,
j'ai pas vécu ça parce que j'ai effectivement, comme l'a très bien expliqué Valentin, j'ai adopté une stratégie en fait pour éviter ce problème. Flavie également, mais le fait même qu'on ait dû adopter une stratégie pour éviter ce problème montre qu'il y a quelque chose là qui est un problème. Moi, j'y ai été confrontée à ma première scène. Si pour toi, ce n'est pas un problème, Broussaille, dans ce cas-là, tu le gardes. Mais si tu juges... Ah non, c'est mon problème. Voilà, c'est le problème qui fait que je considère honnêtement que le jeu n'est pas fini. Dans l'état. Il y a un truc que ça m'évoque, là, ce que vous dites, c'est donc quand il y a des éventuelles questions au sujet de la structure de la conversation, ce qu'on remarque en fait en général, c'est que les locuteurs, ils se trouvent des solutions à la marge en fait, comme ce qui s'est passé ici. Et quelque chose qui peut être utile, c'est de s'inspirer des solutions des locuteurs qui sont en fait des réutilisations ou une restructuration fonctionnelle en fait des règles de la conversation. Et donc en fait la manière dont les gens effectivement se débrouillent pour arriver quand même à jouer efficacement peut être des sources d'inspiration quoi. Donc, comme tu l'as fait toi Romaric, comme par exemple des petites instances, genre une phrase chacun. Ça peut être une solution. Se placer sur le registre de la conversation avec des personnages peut être une autre solution. Je pense je sais pas si tu as eu d'autres instances d'autres playtests en fait, avec des joueurs qui adoptaient des stratégies un peu tranchées, un peu différentes. Alors en fait, c'est une mécanique que j'utilise sur plusieurs jeux. Ouais, alors tu as peut-être vu des phénomènes et arriver. En fait, je te dis, depuis un an, il y a j'ai vu pas mal de types de frustration et différents types de frustration. Et là, je trouve que Valentin, c'est vraiment pas celle que j'aime, quoi. Je trouve que Valentin, en fait, il vient vraiment de t'expliquer grâce à ses compétences linguistiques. Ça permet de débloquer un peu. Là, tu as le corps de la. Et moi, y réfléchir à tête reposée. Je crois qu'on peut pas mieux décrire. Oui, non, c'est clair. Et donc là, vraiment bien. Mais servons-nous des locuteurs, c'est-à-dire servons-nous de ce que les gens en pratique trouvent comme solution. Je pense que c'est une piste possible en tout cas. Le jeu a une charge symbolique sur son matériel qui s'exporte en dehors du jeu. Et moi, ça, c'est un truc que je trouve fascinant. Les pièces. À un moment donné, Broussaille, tu m'as proposé, parce que j'avais pas rendu ma dernière pièce, parce que je voulais pas rendre mon dernier souffle, en fait. C'est pour ça que je voulais pas rendre cette dernière pièce. Et tu m'as même proposé, j'y tenais à cette pièce, et tu m'as dit, ok, on finit la partie là-dessus, garde la pièce si tu veux. Et je te jure, en tant que Romaric, je me suis posé la question, moi qui suis un peu croyant, qui ai la foi, qui suis un peu zinzin sur certaines questions métaphysiques, je me suis posé la question... Et si c'était vrai, dit-il dans sa toge de Seigneur Sith. Oui, ne trahis pas les secrets. Alors, c'est vrai. Toge de Seigneur Sith qui a gentiment été cousue par Morgane Régnier. Il faut c'est vrai, mais merci Morgane pour cette toge que je porte. Je te le dis, c'est vrai. Et pour moi, le jeu est une offrande. Enfin, quand je dis le jeu, c'est pas mon jeu, c'est le jeu de rôle en général. Faire une partie. Rends-moi la pièce. Faire une partie avec des joueurs, c'est une offrande, en fait, pour moi. Mais voilà, je trouve ça toujours très beau, les jeux dont le matériel fictionnel et non fictionnel est investi par de tels symboles. Je vais lâcher le mot. Ça réenchante le matériel. Et je ne te cache pas que j'aimerais bien aussi imprimer mes propres pièces avec plus de symbolique. Moi, j'avoue que j'aurais pas grand-chose. En fait, tu vois, moi, au terme de ce playtest, d'habitude, dans un playtest, tu vois, je suis très critique, puis j'essaye vraiment de faire avancer l'auteur. Là, je t'avoue que j'ai rien. Moi, Valentin a été beaucoup plus efficace que moi cette fois-ci, parce que moi en fait, en l'état, si Valentin n'avait pas été là, je t'aurais juste dit, c'est bon, tu peux le publier, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, moi, j'aurais dit, c'est pas ma cam, c'est à 50% ma cam, à 50% pas ma cam. J'ai envie de le faire jouer à Cédric Kersao tout de suite. Et après, j'aurais pas vu les défauts, tu vois, qui a vu Valentin. J'aurais dit, vas-y, quoi. Tu peux le publier. Ouais, moi, je sais que je peux pas le publier. Hein. C'est pour ça que dans l'état, voilà, parce que je sais où ça pêche. Là, en tant et puis parce que, puis il y a aussi les mécanismes de compensation qui fait qu'on peut compenser aussi soi-même et que, j'évite au maximum de compenser parce que quand tu fais un playtest... Mais après, je sais que j'aimerais aussi passer par des retours de gens qui le fassent jouer. Bien sûr, bien sûr. Et pas moi. Et c'est difficile aussi de savoir quelles personnes vont pouvoir être touchées par ce jeu et le faire jouer. Après, c'est pas un jeu qui demande beaucoup de préparation. Enfin, vous l'avez vu, je pense, au terme de, cette partie. C'est facile à mettre. Il n'y a pas une préparation. C'est pas difficile à mettre en place du tout. Et c'est pas non plus seulement un jeu à one shot, parce que c'est un jeu aussi que j'avais pensé éventuellement. Alors, je ne suis pas sur des longues campagnes, mais sur des courtes campagnes, avec une légère progression. Il n'y a pas de...
À voir, en tout cas, voilà, je trouvais aussi qu'il y avait un soin qui avait été apporté au matériel. La police d'écriture des cartes, je l'ai trouvé vraiment séduisant. Pour moi, c'est... En fait, on a joué aussi sur une table en mosaïque avec les signes du... Elle est chouette, cette table, pour jouer à ce jeu. J'avais prévu une nappe en velours pour la recouvrir. Quand j'ai vu la table que vous aviez, je me suis dit... C'est ma grand-mère qui l'a fabriquée, cette table. En fait, c'est un objet authentique. Je fais partie des gens très, très matérialistes. Tant de symboles. Très matérialiste et j'aime bien, je sais pas comment dire, corporer le réel. Oui. C'est vrai que ça fait partie de mes obsessions. Hein. Vous retrouvez dans ce jeu-là un peu toutes mes obsessions, quoi. Donc c'est pas non plus. Merci Broussaille, on est en train de perdre Flavie. On est en train de perdre Flavie. Il est trop tard, je suis désolée, j'ai tenu. Voilà, mais là j'en peux plus. On est en train de perdre Flavie. Merci Broussaille, merci Valentin. Merci Broussaille pour cette chouette partie. Merci Flavie. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout jouez bien jusqu'aux dernières lueurs. Bonne nuit.